ça, André, c'est un habitué de la place. C'est ça, lui, il connaît la place en masse. Ouais, ben pas tant habitué avec ça de venir m'asseoir dans cette chaise-là, mais habitué de la place, oui. Ben, en tout cas, on a fait un show avec lui il y a 2 semaines. Ouais, c'est ça, je l'ai écouté. Ouais. Puis, tu sais, je suis super à l'aise. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est que ça a l'air, lui, il me l'a dit, là, qu'il a parlé du monde qui travaille avec toi et qui sont un peu crinqués dans ta vision. Là. Comment tu fais pour ramasser ton monde, les crinqués? Ça m'intéresse. Ouais, ben, on en parle, j'imagine, sur le plateau. On en parle pas tout de suite. L'objectif de l'émission, c'est quoi quand quelqu'un s'assoit avec vous autres? En fait, c'est vraiment d'aller cibler le moment d'échec, on pourrait dire, le flop, et s'en servir comme une expérience pour se bâtir. C'est pas faire l'éloge de l'erreur. C'est sûr que, tu vois, moi, concrètement, d'abord, je n'utilise jamais le mot échec. Là. Si tu regardes dans le dictionnaire, le mot échec, il y a plusieurs définitions. Là. Pour moi, c'est un effet de levier, là, parce que quand tu as un échec, cet échec, que je n'utilise pas comme langage, c'est automatiquement une expérience qui démontre que c'est pas la bonne façon. Ouais. Ça veut dire que tu te rapproches de l'objectif. Tu as déjà démontré que tu peux le faire, mais pas de la bonne façon. Réussir n'appartient qu'à ceux qui ont tout fait. Alors, si tu ne réussis pas, c'est forcément qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Ce qu'il faut chercher, c'est quoi que tu n'as pas fait. Ça, c'est la question piège. Parce que s'auto. C'est un bon contenu, là. C'est ça, ok. Tu vois un peu dans quelle direction. Tu prendras cette caméra-là, finalement. Nos autres sont vraiment mal habillés depuis le début, ça va clencher. Non, c'est pas vrai. Ah, ben écoute. Un qui s'est forcé. C'est dit que, même mon staff, c'est. Ouais, eux autres sont très relax en gogoune, tout ça. En fait, André, pour être relax, il prend son nœud papillon. Ah, c'est ça? C'est ça. C'est ça l'affaire. Hey, par hasard, là, vous autres, êtes-vous connectés sur mon réseau par défaut? Faudrait peut-être que vous checkiez ça. Pourquoi? Parce que mes caméras, ils fliquent, là. Ils n'aiment pas ça. Ah. Juste peut-être vous déconnecter. Moi, je me suis Non? jamais connecté ici. Moi, je pense que oui. Moi, je l'ai pas le Wi-Fi. Je suis encore un cultivateur, moi. T'as pas de. Non, non, mais je suis encore un cultivateur. J'ai tout ce qu'il faut, mais j'aime le cultivateur en moi. J'aime bien ça. Je comprends que grand-papa est un cultivateur. Ouais, mais il était plus qu'un cultivateur. C'était un créateur d'idées. D'abord, hein? Une génération qui a évolué avec du contact terrestre. Là. C'est ça. Il n'y a pas eu les ordinateurs informatiques. Il y avait un contact réel. Moi, je suis encore là-dessus. Là, puis ton nœud papillon me fait penser à un outil qu'on a encore dans la famille où c'est écrit EB, Émile Bordelot. Émile Bordelot, c'était le frère d'Émilie Bordelot, en passant. Ils stampaient leur bûche de bois à l'inverse de leur hache. Là. Il y avait un EB qui ressortait. Ça, c'était les bûches dans la famille de Émile. Fait que tu touches pas à ça dans le bois. Tout le monde allait bûcher au même bois. Tu vois déjà qu'on a un grand-père commun. Là. Ouais. Parce que mon grand-père aussi, c'était bûcheron, mais aussi, il était vendeur de glace. Okay. À l'époque où les frigos n'étaient pas encore arrivés. Mon grand-père est mort à 100 ans. 100 ans? Ouais. 99 ans et 8 mois exactement, si on veut. Tu peux dire 100, t'as le droit. C'est ça. Rendu là, on va y donner. Puis il est mort, lui, il est mort lucide. Ouais. Messieurs, on va partir. Juste que tu saches, il y a une durée dans ce show-là. Là. Fait que c'est à peu près 1 heure. Non, c'est parce que sur notre show, nous autres, il n'y a pas de durée, là, mais celui-là, il y en a une. Oui, c'est ça. Nous autres, c'est free-for-all. Ben, mettez-en une, maudite durée. Fait que, non, en tout cas, c'est ça. Fait que c'est à peu près 1 heure. Puis il y a un after-show, ça veut dire que on va te laisser partir tantôt, puis il y a un bout qu'on réenregistre après. Fait que c'est pour ça qu'on va te laisser partir, on va prendre une photo, puis tout le Il y a un petit moment d'accueil, on a le show, après ça, il y a un after-show, un petit overtime. Puis on a une surprise là, pendant le show pour tous nos invités. J'aurais pu rentrer avec la djembé puis faire une petite tonne. Tu joues-tu du djembé? Je fais de la musique professionnelle. Professionnelle? Ouais. Fait que je ferme vos micros, je parle la musique, puis je vous laisse jiver ça. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'aime notre musique de show. Ça me craint. Salut à tout le monde, Pierre-Luc Bordelot du Flop Lab, très heureux de vous accueillir. Martin, bonjour, bienvenue. Hey, salut.
Ça va? Oui, ça va bien. Avec Iron Man, aujourd'hui, toujours? Toujours. Pour ceux qui ne savent pas, Martin entretient une relation étroite avec son café et sa tasse d'Iron Man. Martin, je te présente André Paiement de Mon Espace Atelier. Salut André, Martin, je te présente Martin. Salut André. Salut. On se connaît pas? Non. On se connaît pas, mais j'ai l'impression qu'on se connaît pas mal parce que, comme d'habitude, les gars de l'atelier 4771 qui sont vraiment cool et avec qui on vit une super belle expérience, je tiens à le souligner, c'est loin d'être un flop, ça, à date, ça n'a pas de sens. Dan et Seb nous ont parlé beaucoup de toi. Fallait t'inviter, fallait creuser un peu plus que ce qu'il en était de tes flops. Et je tiens à souligner que pour nous, Martin, regarde, parce que les gens ne le voient pas, allez voir la vidéo là, sur YouTube. André arbore fièrement un nœud papillon en bois, stampé Mon Espace Atelier, avec une chemise corpo, dois-je dire. Absolument élégante. Absolument. Alors, Martin... Mais moi, sérieusement, c'est bon pour mon orgueil. Tu sais, le monde, d'habitude, il arrive pas super propre à notre podcast. C'est ça, c'est vrai qu'ils sont pas clean. Puis là, enfin, on commence à avoir une certaine notoriété. Il a compris, lui. Ouais, clairement. Je l'ai fait pour vous, les gars. Mais merci. Effectivement, il me semble que vous méritez ça. C'est ça, mais c'est parce que peut-être qu'avec le mot floplable, le monde se dit il faut que j'arrive flopper. C'est pas trop. Là, non, il y a peut-être un lien. Rien à voir avec le mot échec. Là. On arrive distingué. Vraiment, je suis content que tu l'aies pris de même. Ça. Absolument. Parce que d'entrée de jeu, tu me disais tantôt, pour toi, le mot échec ne fait pas partie de ton vocabulaire. Non, pas du tout. Mais si on regarde dans le dictionnaire, le mot échec, premièrement, on y trouve plusieurs définitions. Ouais. Et celle que j'ai collée à ma peau sur le mot échec, que je n'utilise pas, mais dans le langage populaire vulgarisé, le mot échec est attribué à quelque chose qui n'a pas atteint son objectif. Ce qui n'est pas le... OK, ouais. Forcément, donc c'est pas tout à fait négatif. Il n'a pas atteint son objectif, c'est forcément de probablement pas avoir tout fait. Et ça, c'était mon grand-père qui m'avait enseigné ça. C'est évident que la recherche qu'on doit faire à partir du moment où on a le mot échec qui est arrivé dans notre vie, il faut se mettre à la recherche de qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Et je me rappelle, et je me rapporte toujours à des grandes thématiques ou des grandes historiques de vie, comme Thomas Edison. Qui m'a marqué. Thomas Edison, ça va bien à commencer. Thomas Edison, mais on part fort. Ouais, c'est ça que je dis. On peut-tu partir fort? C'est-tu correct ou on... Là, il vient d'établir la hiérarchie de l'intelligence. Regarde, moi, gang, je me positionne là. J'ai pas mis mon nœud papillon en bois pour rien. Je cite Thomas Edison. Non, je sais pas. Vas-y, continue. Thomas Edison, on va se le dire, c'est notre monsieur qui nous a permis de se voir aujourd'hui dans la noirceur. Ouais. Et avait 2 employés. Il a travaillé pendant des années d'arrache-pied à inventer naturellement la lumière, le fameux compétiteur de la chandelle. Hein. Il a même osé de se faire tuer à plusieurs reprises pour cette raison. Mais il y a 2 de ses employés qui ont quitté après avoir fait 9500 tests. On dit, écoute, Thomas, moi, I'm fed up, là. Je suis capable, tu es en train de faire une dépression. Hein. J'ai fait 9500 tests, là, puis regarde, tu vois bien là, que ça marche pas. Et Thomas de se tourner à eux et dire... c'est exactement là où il ne faut pas s'arrêter. Parce qu'on a fait la preuve 9500 fois différente qu'on peut le faire d'une autre façon. On doit être très proche. Et comme de fait, les 2 employés ont quitté. Et Thomas a trouvé la solution 130 ou 160 fois après. Donc, le 9635e test, la lumière s'est allumée permanente. Et c'était Thomas à lui seul qui était le créateur de la lumière. Fait qu'il était rendu à 95% du projet. Ouais. André, merci de nous éclairer sur ce propos. Là, les gens qui nous écoutent, tu viens de piquer leur curiosité assez solide. Je m'excuse. Qui est ce gars-là, je vais l'écouter. Là, André Paiement de Mon Espace Atelier, raconte-moi ta business. Honnêtement, présentement, on est chanceux d'être ici. On est dans tes espaces, au final. On est dans les espaces de Mon Espace Atelier. Ben oui. Mes espaces, parce que le mot « Mon Espace Atelier » est un sentiment d'appartenance. On a choisi la trademark, la marque de commerce, donc, de Mon Espace Atelier sur une belle lancée de « c'est à moi que ça appartient ouais, c'est bon. », mais pas à moi personnellement, à ceux qui en sont locataires. Fait que là, Mon Espace Atelier, c'est ça. Fait que Machine 4771, donc les ateliers dans lesquels on tourne le podcast présentement avec Dan et Seb, c'est des bureaux locatifs qui t'appartiennent. Des espaces locatifs qui appartiennent à Mon Espace Atelier. Et ce n'est pas seulement ici, évidemment, que tu as. Bien sûr que non. On est en croissance et dans un rêve qui se voulait utopique pour les gens qui nous écoutaient, parce que nous, on est comme des visionnaires d'une utopie inaccessible pour des gens qui sont très terre à terre. Donc, on ne peut pas travailler avec des analystes de risque. Il faut travailler avec des visionnaires. Et notre vision à nous, c'est d'aller chercher le plus gros réseau social, commercial de locataires au Québec. Donc, on vise 1200 locataires.
Ça, c'est notre vision de départ. Et t'es rendu à quoi? On est déjà à 200. Quand même. Et pour certaines personnes, c'est une utopie, tu dis. Mais là, l'utopie a changé. On a changé de catégorie. Là. On est devenu des gens qui rêvent, mais on a un rêve qui était accessible. Avec à 200, on commence à te laisser une chance. C'est ça. Donc, on se dit, bon, mais il commence à livrer, le gars. On va le suivre un peu. Il avait peut-être raison, finalement. Ouais, on va le suivre. Là. Okay. Mais pour des banquiers ou pour des gens, des prêteurs, par exemple, des créanciers ou quoi que ce soit, ça reste encore là, dans le contexte du rêve, atteignable. On est rendu avec le mot atteignable. Fait que chaque 6 mois, il y a un nouveau mot qui s'ajoute, qui est une bonification à la formule. Parce on s'entend qu'on est parti. On est parti fort, mais comme dit un peu mon beau-frère en blague, ils sont partis, ils se pensaient riches, mais ils étaient complètement pauvres. Là, on va tenter d'aller chercher notre richesse à même, évidemment. Là, on ne parle pas d'argent quand je parle de richesse. Hein. On parle toujours de projet. Moi, la richesse est rapportée sur des projets. Là. La richesse de l'argent, moi, c'est secondaire. Hein? Parce que tu peux pas rêver d'avoir de l'argent. C'est pas un rêve, ça. Ça serait comme rêver d'avoir du gaz. Y a-t-il quelqu'un qui rêve d'avoir du gaz ici? C'est bon. Y a pas personne qui rêve de ça. Ça serait comme rêver d'avoir du sang. Tu rêves d'être en santé, le sang va venir avec, ta machine va se faire tout seul. Ouais, c'est ça. Fait que nous, on rêve d'avoir des projets. Là. Puis quand on a des projets, ben l'argent vient avec parce que les locataires se joignent à nous, etc. Puis, raconte-moi, concrètement, ton projet, je veux dire, c'est combien d'employés? As-tu toi-même des bureaux? C'est quoi la structure de mon espace atelier? Moi, je voudrais mettre quelque chose au clair en partant. On a combien de temps pour chasser de tout ça? Parce que moi, j'en ai des choses à dire. Mais toi, on ne gère pas à cloche, hein, Dan? Non. Il n'a pas encore sonné? Ah non, il l'a sonné tantôt. Mais rapidement, un petit pédigré, puis après ça, on rentre dans ton flop. Je te dis ouais, parce qu'on a des choses, on a tellement de choses. Ouais. Et rapidement, mon espace d'atelier existe depuis 5 ans. Ouais. Avant mon espace d'atelier, il y a 5 ans, j'avais déjà accumulé 38 années d'expérience à mon compte. Là, vous allez me dire, il y a 80 ans, le bonhomme. Des fois, je pense que j'ai 100 ans, mais en réalité, j'en ai réellement 60. J'ai commencé à l'âge de 13 ans, concrètement, à faire de la business coopérative sous l'aile de mon grand-père. Donc, évidemment, à 13 ans, on grandit avec une petite voiturette, puis t'as pas de voiture, puis bon. Mais rapidement, on grandit là-dedans. Fait que si on fait un parcours en 2 minutes, mon espace d'atelier, c'est la cumulation des connaissances multipliées à la 10 entre mon grand-père, mes expériences de vie corporative. À travers ça, on va parler tantôt de quelques petits flops, peut-être un plus majeur. Et il y a forcément là-dedans des expériences de vie que d'autres diront des échecs. Mais effectivement, on va avoir un parcours qui va se promener entre l'architecture, un peu la musique, beaucoup la musique un certain temps tôt. T'es musicien, là? Musicien professionnel, jusqu'à l'âge de 22-23 ans. Quitté le monde artistique, toujours pour être aussi dans le monde architectural. Et beaucoup plus tard, vers les années 2010, j'ai repris les planches, le langage des artistes, repris les planches, avec Luc Boivin comme directeur musical de Belle et Bomme, entre autres. Puis on s'est mis à faire un petit peu de musique à travers le Québec, avec son école de musique, etc. C'est quoi ton instrument de prédilection? Hein? À l'origine, j'étais batteur. Et dans les années 75-80, donc à travers le Peace and Love, mais bizarrement, moi, j'étais pas attiré vers le Peace and Love, j'étais attiré vers le country. Et j'ai été batteur pour Bobby Haché, Wally Lamotte, des trucs comme ça. Okay. Et on fait des tournées à travers le Québec, évidemment. Après ça, mais quand je suis revenu en musique, je suis revenu en force avec Luc Boivin, je suis revenu dans les pots du monde, donc bongo, conga, tout ce qui est djembé, j'adore ça. La musique avec les mains, pour se rapprocher, évidemment, de quelque chose de plus ésotérique, puis quelque chose de plus intrinsèque. La valeur humaine. Fait que là, tu trouvais que ça manquait de djembé, notre au début, là? Faudrait travailler ça peut-être. Un petit peu de djembé? De percussion et de rythme humain. Okay. Parce que finalement, aujourd'hui, ce que je trouve, et c'est pour ça que je suis revenu avec mon espace atelier, puis on va en parler tantôt. Moi, j'avais décidé de prendre ma retraite, un mot que je ne connais pas, que j'ai effleuré pendant à peu près un mois. J'ai eu tellement peur de ce mot-là. J'ai effleuré pendant un mois. Oui, j'ai un peu fourniqué avec un mot inconnu, la retraite. Et farouchement, hein, ça n'a pas de bon sens, ce mot-là. Ça ne s'adresse pas à n'importe qui, ce mot-là. Je me suis pas senti bien. T'as essayé la chemise de la retraite, puis ça ne fitait pas. J'avais le profil, disons, de façon générale, dans l'ensemble de ce que ça prend comme profil pour le faire. Hein. Mais là, j'ai dit, ça se peut pas qu'un gars comme moi, hyper actif, avec
autant d'accumulation d'expérience laisse derrière moi la non-reconduite au suivant. Ça se peut pas, ça. Ouais. Ça se peut pas de laisser tomber autant de connaissances puis de fermer le livre. Il y a un peu de ça, ce que je comprends dans mon espace atelier. Il y a un peu de ça. La transmission suivante, parce que ce que j'entends, c'est que ton grand-père t'a livré quelque chose de solide. Et c'est le même objectif là, ici dans mon espace atelier. C'est ce que j'entends. Là. Oui, puis tout à fait dans un parcours complet assez... je dirais pas chaotique, mais oui, turbulent. Tiens, on va dire le mot turbulent. Il y a de la turbulence quand on est en affaire avec des visions. Mais parlant de turbulence, là, plonge-nous donc dans ton flop, là, drette là. Pow! Ben, on va le régler, là. Drette là. Ah oui, donc. On se retrouve dans une croissance de l'âge de 13 ans, aller à 24 ans. Donc, on se retrouve dans une croissance rapide de multiplication. Moi, je suis un entrepreneur qui aime la multidiscipline. Je suis un entrepreneur qui ne se contente pas de faire de la récurrence. Et c'est très personnel à moi, parce que ça serait mal juger les gens de dire à quelqu'un « tu vas t'abrutir si tu fais de la récurrence ». Il y a trop de gens qui se plaisent dans la récurrence, et il y a trop de bonheur aussi qui s'y retrouvent, mais c'est pas mon profil à moi. Juste bien comprendre, André, là, ce que tu dis, moi, j'ai prouvé à quelque part que je suis bon dans ce type d'industrie-là, puis je vais multiplier cette recette-là jusqu'à ma retraite parce que c'est... Tout ce que tu dis, c'est qu'on peut tirer partout. Oh, il y a une petite bémol. En fait. J'ai aussi démontré que dans la multidiscipline, on peut aussi avoir d'autres corps de métier connexes. Par exemple, j'ai été musicien, j'ai été dans le domaine de l'architecture et le développement urbanistique. C'est très connexe. Dans les deux cas, c'est un haut niveau de créativité. Clair. Donc, c'est connexe. Donc, j'étais multidisciplinaire dans deux sphères complètement différentes, mais qui, avec une, j'étais créatif dans l'autre. Donc, ça, c'était un exemple. Aussi, la récurrence, c'est quelque chose qui se fait tous les jours de la même façon. Moi, quand quelque chose devient récurrent, je passe à un autre projet. Donc, rapidement... Tu tripes pas, là? Non, pas moi, pas du tout. Je me sens pas bien là-dedans. Et c'est là que je dis, personnellement, j'ai l'impression que je m'abrutis. Mais c'est ça qui est arrivé avec ton flop, parce que je comprends bien, là, si tu le lis à ça. Ce qui arrive, c'est que tu exploites. Bon, évidemment, quand tu as 20, 22, 23 ans, on s'entend que ton expérience, même tu as beau avoir un grand-père extraordinaire, ton expérience est, à toute fin pratique, très limitée. Ouais. Et surtout quand tu essaies sans arrêt des nouvelles choses. Ton expérience se limite au nombre de temps ou d'années que tu as mis sur chaque chose. Si tu fais 30 ans de musique, tu vas devenir expérimenté en musique. Et les grands savants de ce monde sont souvent ceux qui savent moins de choses, mais beaucoup plus profondément quelque chose. Fait que toi, tu commençais à te débrouiller dans pas mal d'affaires, mais tu n'étais pas bon dans grand-chose. Moi, le jack about trade, là, tu fais tout puis tu fais rien. Puis en même temps, c'était pas vrai qu'on réussissait pas dans rien, on réussissait dans tout. Mais dès le moment que je réussissais, je laissais pas aller trop la chose, que je repartais d'autres choses. T'avais peur de la récurrence quasiment. J'avais trop peur de la récurrence. Okay. La récurrence, c'est une bête, une bébite qui se gère, conditionnelle à que ça soit pas plate. Mais ça se peut de la récurrence, parce que pour les banquiers, ça en prend. Pour ta famille, ça en prend. Pour tes associés, ça en prend. Si à tous les jours, tu es en train de changer quelque chose... On dirait que j'entends ma femme parler. C'est ça, Martin, ça fait la récurrence. C'est vrai. Ouais. Ah, mais même, c'est un message qui rentre dans les bonnes oreilles, je suis content. Même ta femme... notre conjointe, notre partenaire de vie, eux, c'est notre premier chef de position. C'est ça, il faut en prendre soin. Je te confirme. Absolument. C'est très politique, la relation que tu as avec ta conjointe. Là. Ouais. Si tu n'es pas dans la même direction, il y a de l'opposition. Ce que tu me dis, c'est que ton flop à l'époque, c'était comme de tout le temps passer à d'autres choses? Non, mon vrai flop, c'est qu'à un moment donné, tu finis par tout réussir quelque chose et tu finis par te surcroire. Tu finis par te donner une croyance qui est invincible. Le syndrome de Dieu. Donc, toi, tu as une tasse là, d'un invincible. Oui, clairement. Hein? Bon, mais moi, je me sentais comme ça à un temps où tu n'as pas la prestance de ça. Là. Mon grand-père disait que tu avais le droit d'être prétentieux dans la vie qu'à une seule raison, et pour une seule fois, c'est que si tu pouvais démontrer hors de tout doute que tu pouvais prouver ce que tu avances. Sinon, tu peux pas faire ça. C'est dangereux. Fait que moi, j'ai été très prétentieux. Sans prouver ce que tu avançais. Une partie de ma vie. Et je me pensais ailleurs. Jamais là où je devais être, probablement.
Et c'est extraordinaire parce que ça te fait avancer, ça te fait rentrer dans les coulisses, dans les craques du plancher. Bon, tu es en backstage tout le temps. Ton flop, c'était de te prendre pour un autre un peu. Là. Ben, le flop est arrivé à un moment donné où, en l'espace de... Moi, j'ai eu des visions. J'étais assis dans la chaise d'un fonctionnaire à Ville de Laval. J'ai fait de 77 à 82 un fonctionnaire qui n'était pas dans sa bonne chaise, une espèce de clou doré, trop bien payé, trop largement bien choyé, peu d'appréciation. Et j'ai quitté à un moment donné où j'étais à ma meilleure performance à la Ville de Laval. C'est très positif d'en parler parce que c'est mon parcours puis rien n'arrivait de négatif, mais ça me correspondait pas, me collait pas à la peau. Ouais. Et dans ma vision, comme j'étais dans l'architecture, j'ai vu dans les revues les plans du Québec, les maisons du Québec qui existent toujours dans une revue, ils vendaient, eux, des plans au privé. Donc, un privé pouvait acheter la revue, puis il pouvait s'acheter un plan de construction pour à peu près 200-300 $ à l'époque. Puis tu recevais des copies par un petit rouleau de carton, par le courrier. Et c'était la revue des maisons du Québec avec association avec les plans Drummond qui vendaient les plans. Moi, je dis, qui existe encore, qui est dessin Drummond aujourd'hui. Ouais. Exactement. Ah ouais. Moi, je me dis, il faut que je compétitionne cette grosse machine-là. J'ai une vision. J'avais déjà réalisé environ 2000 plans en 83, à peu près, 84. Je me suis dit, si j'ai 2000 plans de réaliser, puis j'engage quelqu'un pour faire 2000 perspectives, donc une vision 3D, je vais, moi aussi, pouvoir vendre mes 2000 plans à du monde. Mais au lieu de viser les particuliers, comme j'étais dans le corpo, je vais monter des catalogues de plans, puis je vais vendre ça à travers tout le Québec, l'Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. J'y vais à plein la caisse. Fait que je monte cette idée-là, je m'engage pendant 1 an, 3 dessinateurs. J'avais des Vietnamiens, des Chinois, j'étais ouvert à tout. Et pendant 3 ans, pendant 1 an, je monte tous les catalogues et j'installe 75 images dans chaque catalogue. Et déjà en 1983, j'ai commencé à vendre des catalogues 1000 $ par catalogue. Mais je donnais gratuitement, après que l'achat du catalogue soit donné. J'avais utilisé déjà la formule tout inclus. Et un coup que tu as payé, c'est tout inclus. T'appelles, tu as un droit, puis tu as 2 ans pour prendre tes 3 modèles de plans. Fait que c'était le même prix que Maison du Québec, sauf que moi, je vendais d'avance. L'argent rentrait avant la livraison. Et quand j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai installé 15 vendeurs sur la route. Mais à date, ça sonne pas le flop, là. Ça va bien, là. Alors, je suis parti de me compter un coup de circuit. Oui, c'est ça. Donc, encore une fois, quand on travaille pour faire de la vision d'affaires, je fais une petite parenthèse parce que c'est intéressant, parce que ça fait partie du flop. Tu as 2 types d'entrepreneurs, dans ceux qui veulent devenir entrepreneurs, puis tu as ceux qui ne veulent pas le devenir. J'ai découvert, avant de venir à l'émission, un mot qui s'appelle de l'atichiphobie. Donc, c'est une phobie qui s'adresse au flop lab, mais à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient réussir en affaires, mais comme ils ont la phobie... de perdre, d'échouer. D'échouer. Ben ça s'appelle de l'atichiphobie. La peur d'échouer, c'est l'atichiphobie. Oui, A-T-Y, c'est ça, ma phobie. L'atichiphobie, j'ai fait de la recherche pour être sûr que j'ai l'air un peu plus intelligent aujourd'hui. À date, en tout cas, t'es au-dessus de nous autres. Thomas Edison, l'atichiphobie, ça va bien. Je me suis dit, bon, il faut que je le dise, cette affaire-là. Et ce sont tous des gens qui n'iront pas là où nous, on va. Okay. Moi, le contraire, j'ai pas trouvé ma phobie, parce que c'est pas une peur que j'ai d'avoir peur de l'échec. Se lancer dans le vide, pour moi, ça fait du sens. Ça fait du sens. Pourquoi? Parce que c'est une zone de confort qui me challenge. Mais évidemment, qui dit se lancer dans le vide, dit flop. On y arrive. On y arrive. Mais les 2 types d'entrepreneurs que je distingue, il y en a un des 2 qui veut jouer du coup sûr. Je l'exprime un peu à la baseball. Tu fais un coup sûr, tu as une petite swing par en bas, pas trop. Tu places ça au chanson. Tu vas habituellement te rendre au premier ou au deuxième, puis ainsi de suite. Fait que bon an, mal an, ton type d'entrepreneur va avoir des gens qui vont rentrer, vont faire des points. Ton banquier va se plaire là-dedans. Ton comptable va te donner des bons conseils. On est dans la prudence, on est dans la certitude. 5 à 10 % de croissance, on passe au deuxième. Oui, parce qu'il y a un petit peu d'argent qui est diversifié. Ton comptable va bien te guider. Ouais. Puis tu vas mettre un petit peu d'argent dans tes REER, tout en mettant un petit peu dans ta famille. Puis bon. On dirait qu'il décrit ce qui n'est pas. Non, continue. Tout à fait. Mais c'est un type d'entrepreneur. Mais c'est quand même souhaitable parce que c'est un type d'entrepreneur qui est réussi, qui va réussir probablement toute sa vie. Mais par exemple,
exemple, il vient de décrire ce que son comptable aurait aimé qu'il soit. C'est ce que je pense. C'est exactement ça. Et ce type d'entrepreneur-là plaide davantage immédiatement au banquier, au comptable, à notre famille. Puis et là, il y a beaucoup de récurrence, de gestion récurrente, parce que ça prend beaucoup plus de stabilité. Mais ce que ça fait, c'est que dans la courbe, alors si je l'exprime devant vous, on part à zéro, on descend en bas de zéro, un peu, puis on monte, puis on a une petite courbe ascendante. L'autre type d'entrepreneur, il me rejoint, celui qui vise l'arrivée. Moi, je vise toujours l'arrivée. Quand tu vas aux Olympiques, tu vas pas aux Olympiques pour ne pas gagner une médaille. Tu es déjà un Olympien dans la vie quand tu te sens un entrepreneur. C'est pas parce que tu n'avais rien à faire à l'agenda cet après-midi-là. Là. Non, pas du tout. Je sais pas si tu as remarqué, mais la première analogie, c'était le baseball. La deuxième analogie, c'est les Olympiques. Oh, c'était pas. Mais quand tu veux être entrepreneur puis réussir... Vise les Olympiques. Moi, ma mère, elle se prenait des billets de loterie à l'époque, la mini-loto qui coûtait 50 cents, puis elle pouvait gagner 50 000 $. Puis tous les jours, elle disait, j'ai pris un petit billet de loterie. Moi, si je gagnais à 500 $ ou 1000 $, je suis heureux. Je dis, ça donne rien de prendre un billet de loterie de 50 pour gagner 50 000 si tu souhaites que gagner 1000 $. C'est une perte d'énergie dans l'univers complètement. Fais pas ça. Vas-y pour le gros lot. Vas-y pour le gros lot. C'est le même effort. Tu parles de la même façon, tu as un verbe, une phrase, un objectif pareil. Fait que le type d'entrepreneur qui va se lancer dans le vide va forcément regarder l'arrivée, pas le parcours. Alors, là, j'invite à la prudence, parce que quand tu ne regardes que l'arrivée, parce que tu vises l'arrivée, tu ne regardes pas le parcours, et là, c'est là que ça part. C'est là que se dessine le flop. C'est là que se dessine le flop. Donc, on se retrouve en 83 avec mes fameuses idées, évidemment, de plan. Ça fonctionne, ça marche. Alors, je monte l'équipe à 35 employés. J'ai 25 ans. Au fond de la caisse... Tu avais 3 dessinateurs, 15 vendeurs. Là, tu es rendu à 35. Là, j'ai rendu à 35 employés. Fait que j'ai monté à 15 vendeurs, 20 dessinateurs. Évidemment, à travers les dessinateurs, tu as un adjoint, tu as une sous-adjointe, tu as un chef d'équipe, tu as un chef de département, tu as un motivateur vendeur. Puis là, tu y vas à fond de la caisse. Puis là, dans les 5 à 7, là, ça pogne, là, ça va bien, là, tu jases de ça. Les réseaux sociaux, à ce moment-là, sont pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. Donc, ils sont plus prenants. Faut que tu déplaces du monde. Tu rencontres des gens des salles. Je deviens un peu un motivologue, un jovialiste. D'ailleurs, j'étais à l'époque en train de suivre des cours avec André Moreau, le grand jovialiste, particulièrement connu comme une grosse bébête de l'époque. J'étais avec les Pierre Morancy de ce monde, etc. Allez googler ça, là, André Moreau, ça me dit quelque chose. On lit des livres, on se croit, on y va. Et ça prend ça pour être entrepreneur. Il faut se le dire quand même. Il faut que tu en lis des Thomas Edison puis des Dale Carnegie. Puis il faut que tu en lis de ce genre de romance-là pour te croire toi-même. Les Olympiques n'appartiennent qu'à ceux qui ont cru. Puis moi, j'ai le syndrome du thon. Le thon, la petite bébête, là. La petite bébête qui a des ailes. Vous connaissez cette petite bébête-là, le gros thon qui fait du bruit? Elle pique, là, aussi? Là? Non, le thon, il pique pas. C'est la guêpe qui pique. Le thon, il est pas dommageable, mais il fait du bruit quand il lève. C'est un gros bourdon. C'est un syndrome que les entrepreneurs qui se lancent dans le vide ont. C'est que le thon, scientifiquement, ne peut pas voler. On l'a diagnostiqué comme un poids dont les ailes ne pourront jamais le supporter. Il est oversize. Complètement. Lui, en ce moment, le thon souffre d'embonpoint grave. Donc... il y a de l'américain dans le milieu. Mais il lève. Il vole. Et pourquoi il vole? Vous savez pourquoi il vole? Parce qu'il y croit. Non, vous êtes proche. Mais c'est parce qu'on lui a jamais dit qu'il peut pas le faire. Fait que quand tu es un entrepreneur de premier niveau et que tu ne penses pas à l'échec, tu as déjà plus de chances de réussir, parce que là, j'attribue à ça les plans B. Mais évidemment, on vient à mon flop. Donc, on va l'avoir, Martin. On va l'avoir. Et dans le flop, tout ce que je dis, tout ce que je fais m'amène à une croissance extrêmement rapide. Donc, le deuxième type d'entrepreneur au baseball, lui, il fait une swing boomerang. Il fait une swing par en bas. Il frôle le sol de 4 pouces avec le bat de baseball, puis il swing ça, puis il se démanche l'épaule à côté. Il prend pas de chance. Il veut que tout rentre dans un sun swing. Il vise le parking. Lui, il vise qu'à toutes les fois, le gars qui swing rentre les 4 buts, puis il fait des points tout le temps. C'est l'expression de prédilection, Martin. Ben, c'est drôle, hein? Moi, je dis tout le temps, gang, on tape la balle dans le parquet. Coup de circuit dans le parquet. Il faut. La clôture, ce n'est qu'un indice. On fera pas 3-4 arrêts de départ. Là. On fait le tour une shot, puis on arrête ça. La seule raison, d'ailleurs, pourquoi il y a un parking et une clôture,
c'est pour te donner une espèce de ligne guide à savoir si tu vas te démancher l'épaule ou pas, selon la distance d'envoyer la balle. Parce qu'en réalité, c'est pour réserver tes traitements de chiro. Là, Là, ce que ça fait dans ce type d'entrepreneur-là, ça fait des entrepreneurs qui vont se démarquer instantanément. La bébête en moi sort à tous les coups. Mais la gestion de la crise ne se fait pas. Et ça, bien évidemment, c'est lié, là. Il n'y a pas de gestion de crise. L'analyse de risque, tu ne le rencontres pas parce que lui, quand tu lui demandes son opinion, il dit le contraire de toi. Si tu demandes à ton comptable ce qu'il en pense, c'est non. Si tu demandes à ton comptable si tu sors des REER, c'est non. Si tu demandes à ta banque si ils peuvent te prêter, trop dangereux. Fait que tu travailles encore plus fort que la force que tu dois mettre, parce qu'en plus de ça, il faut que tu sois autonome sur ton cash flow. Parce que les gens ne peuvent pas te prêter, tu es trop à risque. Fait que tu y vas à fond la caisse, tu prends tout le risque sur ta propre tête, tu cautionnes tes propres moyens et tu t'assumes très bien. Là. Parce qu'un entrepreneur qui s'en va là, il faut qu'il s'assume. Là, quand tu dis-tu, André, c'est-tu toute seule, là? Tu n'as pas d'associé, tu es toute seule dans ta business. Moi, je suis, encore une fois, dans la vision d'être assez égoïste. À l'époque, prétentieux, égoïste, tu dis, bon, moi, je vais tout faire toute seule. Je m'entoure de quelques personnes. J'avais pas encore appris la méthode de bien s'entourer. Et là, le flop arrive. Donc, on a une croissance rapide dans l'espace d'1 an et demi. On passe d'un chiffre d'affaires, on est en 83, 4, 5. On passe d'un chiffre d'affaires de 100 000 $ par année après avoir quitté la ville de Laval. Et je monte à 2,5 millions en 1 an et demi. Évidemment, 35 employés, tout ça. Le gars en moi est impressionné. Tous ces gens-là... Le ton, il volait, là, tu sais. Bon, là, tu te fais approcher par les plans de Roman parce que là, tu es un compétiteur, un salaud, mais en même temps, ils n'ont rien pour te débarquer. Mais ils voient bien que ça se pourrait que tu leur rentres dedans. Fait qu'ils essaient de te faire une proposition d'achat. Ça, c'est flatteur. C'est tellement flatteur que je lâcherai pas. Si ça te vaut pour eux autres, ça te vaut pour moi. C'est ça. Fait que encore plus, t'en remets. Le foyer est à côté, la bûche est remplie. Le foyer il est rouge, il n'y a plus de place pour mettre des bûches. Le feu est allumé, t'en remets, tu mets de la braise. T'étais coquille, là. Ah, trop. Là, ça prend une voiture qui va avec le style. Là, tu y vas, le téléphone cellulaire à l'époque. À l'époque, 84. Ça valait des choses, des trucs qu'on faisait sauter les bombes. T'avais le téléphone sur une grosse boîte. Alors, le téléphone coûtait 2500 $ en 85 parce que c'était pas comme Bell Canada aujourd'hui. Ils te fournissaient pas un forfait avec un téléphone gratuit. Alors, j'avais tout. À la lumière, par exemple, c'est impressionnant. Quand tu répondais au téléphone, là, tu te faisais regarder. Dans des restaurants, surtout. La moitié des restaurants, tu regardais. L'autre moitié, c'est parce qu'ils te connaissaient que tu regardais pas trop. Ils se demandaient si ça allait faire sauter le restaurant. Non, ça n'a pas de bon sens. Ça fait une croissance dangereuse. Ça fait une croissance... Bon, là, t'es sorti de l'autoroute, t'es même plus sur la voie de service, t'es rendu dans le train. Évidemment, quand tu lis des livres, il y a un livre qui m'avait marqué aussi, quitter les sentiers battus et faire ta propre route. Là, c'est quand t'es rendu que tu fais ta propre route, il faut que tu abattes tes propres arbres puis t'étendes ta propre garnotte. Là. Fait que là, c'est dur. Puis à un moment donné, un matin, j'avais un chiffre d'affaires, évidemment, que j'ai mentionné tantôt. Et c'est vraiment sans prétention. On veut parler du flop. Ce qu'on veut faire à l'association d'idées, c'est la croissance trop rapide. Puis pourquoi un flop, ça arrive? Puis à quoi ça va servir? Puis c'est ça qu'on va aussi élaborer. Un matin, tu perds le sens de la réalité de ton autosuffisance puis ton autocontrôle. Fait que j'ai des employés qui ont pris goût à mon abondance puis qui ont décidé de se partir un propre bureau contre mon bureau, en volant mes propres contrats et en volant mes propres... et en prenant la moitié de mon staff. Puis évidemment, ça prend une seule personne qui peut mettre la zizanie et de faire peur aux employés en disant... Vous ne savez pas ce qui arrive, mais ce gars-là, il va avoir une poursuite de 2 millions sur la tête par l'ordre des architectes, par l'ordre des technologues, par le plan de Roman est en train de l'actionner. Vous ne savez pas ça parce qu'il ne vous en parlera pas, mais dans 6 mois d'ici, vous n'avez plus de job. Puis là, il y a on crée de la peur pour aller chercher le monde. Il y a eu un putsch. Alors, c'est pas nouveau que ça arrive. Parce que c'est plus facile quand on est un loser de tirer quelqu'un par les pattes quand tu montes le Kilimanjaro que d'atteindre l'ascension maximum puis d'aller prendre la photo avec un manque d'oxygène puis rester 5 minutes en haut. Tu y crois pas que tu vas y arriver. Fait que quand tu montes avec le groupe, tu tires ceux qui vont y réussir. Fait que ces gens-là, ça fait partie d'une autre catégorie. Ceux qui tirent
par le bas, ceux qui te veulent dans leur catégorie de victimes. Il y a des victimes dans la société. Je les juge pas. Malheureusement pour eux, ils se sont étiquetés. Ils peuvent très bien s'en sortir. Mais c'est l'étiquette qu'ils se sont donnée le matin. D'ailleurs, à tous les matins qu'on se lève, moi, je regarde mon grand garde-robe. Je me suis mis un grand garde-robe pour me mettre que des étiquettes. Et chaque jour, tu peux mettre l'étiquette que tu veux. Tu mets ta chemise que tu veux. Aujourd'hui, j'ai ma boucle. Mais oui. Cette boucle-là représente une partie de mes affaires. Ça représente quelque chose. Je la mets pour le symbole que je suis encore quelqu'un, malgré que j'ai fait des flops et que j'ai fait des niaiseries. Mais bon, alors le flop est arrivé rapidement parce qu'un matin, tu rentres à ton bureau, tu as 23 employés qui ne sont pas là. Et dans l'après-midi, tu reçois un coup de téléphone en disant « Cherche pas ton staff, ils sont déménagés à Montréal, puis ton chiffre d'affaires, mais il n'est plus, puis tes contrats sont partis à Montréal, puis tous les clients ont été avisés que tu vas être probablement en poursuite avec l'Ordre des architectes, ou l'Ordre des technologues, ou Plan de Romane, ou quoi que ce soit. » Alors que c'est faux, là. Mais là j'ai pas vu venir ça. Non, mais t'as dû avoir des signes, là. C'était-tu parce que t'étais trop confiant, trop insignifiant. Ah ouais. Mais t'as dû, ça se peut pas que ça s'est tout fait, puis il n'y avait pas un signe que t'aurais pu voir. C'est pas de l'insignifiance, parce que c'est un mot qu'on va se protéger pour pas s'auto-mutiler. C'est de l'insouciance pure et dure. Une insouciance aveugle. Ben oui, c'est aveugle parce que je réponds à ta question. Est-ce que tu as vu venir ça? Faut croire que non. Faut croire que non, parce que même si je te dirais, je pense que oui. Mais aujourd'hui, tu le verrais. Ben aujourd'hui, c'est la priorité, c'est de protéger cette genre de situation-là. Avant même d'engager un employé, tu es déjà en train de regarder les tenants aboutissants de ce qui pourrait te causer. Donc, pour moi, engager un employé, engager un associé, c'est-à-dire s'associer avec un nouveau partenaire, c'est un peu ce que tu fais quand tu te maries, non? Tu te fais un contrat de mariage. Tu te fais donc un contrat de départ avant même de faire un contrat d'arrivée. Fait qu'aujourd'hui, je ne fais que mettre de l'énergie sur un contrat de départ pour être sûr que le contrat d'arrivée, il va faire du sens. Mais attends, mais ton flop résonne, je suis sûr. Plusieurs personnes nous écoutent et ils disent « J'ai connu une croissance ben trop faramineuse, puis j'ai joué un peu trop, là, parce que ça nous monte à la tête. On s'entend, les chiffres augmentent, ton nombre d'employés, puis à un moment donné, de toute façon, il faut que ça arrive. Quand tu as une croissance aussi rapide que ça, sur un produit qui est aussi nouveau, tu peux aussi réaliser que ton produit peut être éphémère. Parce que si tu satures un marché aussi vite, moi, je me rappelle à un moment donné, et je vous dirai rapidement après ce que j'ai fait après le flop, que ce que je me souviens, entre autres, c'est qu'il y avait un Bill Wong à l'époque qui était sur la rue des Carrés ou des trucs comme ça, un gros restaurant des trucs comme ça. Et c'était tellement fort, la publicité de l'époque, c'était tellement gros ce qu'ils avaient fait, qu'ils ont eu un succès comme 20 fois à 30 fois plus rapide qu'ils l'avaient espéré eux-mêmes dans leur vision d'affaires. Ce qui veut dire que toute la ville de Montréal est allée là, une fois, rapidement, dans un délai tellement court. Mais comme ils avaient mal rodé leur affaire, puis ils avaient mal organisé leur affaire, puis ils avaient mal géré leur risque, c'est que tout le monde a découvert que c'était pas bon. C'est ça. Donc, après un mois, il n'y a plus personne qui est retourné. Donc, ils n'avaient pas eu ultimement le temps de gérer la truc. Fait que moi, je pense que d'emblée, moi non plus, j'ai pas géré le risque de la... T'étais le Bill Wong du plan, là. Écoute, ça fait pas de sens, là. On venait d'inventer une nouvelle lumière. Là. Thomas Edison, dans moi, s'est révélé, là. Ça n'avait pas de bon sens. Sauf qu'à la différence, j'avais pas fait 9500 tests. Lui, oui. Ça, à ce moment-là, j'avais pas lu son historique encore. J'aurais dû le lire avant, mais le lire après. Non, mais attends, mais je te vois à face rentrer le matin au bureau. Non, mais ça pas... 23 employés manquants sont partis contre toi. Sentiment de trahison à côté. Qu'est-ce que t'as fait là? T'as sacré? T'as bousculé ton bureau? J'adore cette question-là parce que là, le flop arrive pile dedans. OK, c'est pas encore le flop. Là. On est dedans. Là. On rentre dedans. On commence à on vient de rentrer dans le flop. Là. Mais là, tu connais pas le résultat de ton flop. Tu vas le connaître dans les prochaines semaines. Là. Le tenez aboutissant de cette espèce de putsch. Hein? Les gens qui ont quitté avec... Bon, on appelle ça un putsch. On voit ça de façon plus politique dans d'autres pays, mais c'est quand même une gang qui s'est mis ensemble pour te démolir, en réalité. Puis t'es pas capable de les poursuivre parce qu'ils viennent de t'enlever tout ce que t'avais. Fait que t'as rien. T'as plus d'argent.
t'as plus rien. Et là, bien évidemment, tu t'es embarqué l'auto, le camion, les équipements, les photocopieurs à 30 000 $, les photocopieurs, t'es allé fond la caisse, là. Fait que là, t'es devant une situation. Fait que la première question que tu me poses, Pierre-Luc, c'est, bien évidemment, la question, qu'est-ce que t'as comme sentiment? Bon, là, à ce moment-là, je ne connaissais pas la définition de l'échec. Je me suis dit, non, mais je suis vraiment planté. Mais là, frustration totale. Fait qu'il y a eu comme un deuil quand on perd quelqu'un qui nous est cher. On a des étapes. Et pour chacun, on a des étapes qui peuvent prendre un certain temps. J'encourage évidemment les gens de se remettre d'aplomb le plus vite possible, tout comme un deuil d'ailleurs, parce qu'il y a une autre vie après la mort de quelque chose. Fait que perdre un être cher comme perdre ton entreprise, c'est une mort. C'est une mort absolue. Ton entreprise ne respire plus. Et moi non plus. Ce que tu dis, ça non plus. C'est que tu as perdu l'entreprise à ce moment-là. Là. Tard. Ben, là, je suis revenu au bureau, comme tu le dis. Ouais. Là, tu sais pas que tu as perdu l'entreprise. Mais là, tu as vraiment perdu tout ton leitmotiv, en tout cas. Alors, première réaction des 4-5 étapes, si j'avais à en mettre des étapes, c'est je me suis vraiment fait fourrer par quelqu'un. Là. Moi, j'ai rien fait là-dedans, c'est pas ma faute. Là. Ouais, c'est clair. OK, je suis une méchante victime. OK, ça... Là, et là, fait que là, t'es frustré. Il y a de la frustration physique. Tu te fâches après ton cadre de porte, après... Tu lances ton crayon. Je sais pas, j'ai eu des réactions moi-même physiques seul dans mon bureau, mais il y avait une dizaine d'employés qui étaient rentrés parce qu'eux, ils n'avaient pas été avisés. Fait que là, t'es obligé de faire une retenue. Tu sais pas si eux font partie de la gang qui n'est pas revenue. Il aurait-tu voulu y aller, mais c'est juste qu'ils les ont pas pris? Tu sais pas trop. Ils les ont pas pris parce qu'ils étaient soit pas de connivence à être capables de garder le secret, soit qu'ils n'étaient pas à la hauteur de leur nouveau plan d'affaires, soit qu'ils ne cadraient pas dans leur objectif de faire quelque chose. J'ai-tu les restants qui n'ont pas voulu, là, c'est ça? Et forcément, ils ont laissé les vendeurs sur la route parce qu'ils ont shrinké la partie vente, puis ils ont gardé la partie dessin parce qu'eux autres, ils s'en allaient avec un plan d'affaires plus certain. Puis il apprenait de tes erreurs à toi. Oui, parce que la partie dessin, c'est quelque chose qui était stable. Tu as un contrat signé de 200 000 d'exécution de plan, ou tu en as pour 500 000 de plans à faire pour des clients. C'est sûr que ça, c'est des contrats signés. Faire de la vente, de la prospection, puis du cold call porte à porte, ça, c'est une partie risquée. Fait qu'ils ont éliminé la partie risquée. Ils t'ont juste laissé ce qui était risqué, qui coûtait cher. Ils m'ont laissé l'assiette. Ce que tu voulais pas garder, c'est ça qu'ils t'ont... c'est ça. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils m'ont laissé l'assiette et la base. Ils m'ont laissé finalement la fondation. Quand tu passes au feu, tu perds tout, sauf la fondation. Fait qu'ils m'ont laissé la fondation. C'est ça qu'ils ont oublié. C'est ce bout-là. La fondation, c'est moi. Parce qu'en faisant ça, ils me redonnaient la chance de me refaire. Tu sais, quand tu te bâtis une maison, puis que tu t'es trompé, tu fais « Comment j'aurais pas dû faire ça? J'aurais pas dû, j'aurais les regrets. » Si tu repasses au feu, c'est sûr que tu ne bâtirais pas ta maison de la même façon, avec ta même fondation. Donc, moi, j'ai eu l'impression qu'ils viennent me donner une chance. Mais avant de réaliser ça, il y a un petit délai. Là. C'est pour dire. Ouais. Là, ça paraîtrait aujourd'hui trop prétentieux. C'était pas le mercredi suivant. Là. Non, il n'y a pas de yé, là. T'es pas yé, là. T'es pas Jojo. La première réaction, après avoir été frustré dans mon bureau, dire aux employés que les autres employés, c'était des fous, des chiens sales, un langage. Tu protèges, là. Puis là, les employés te regardent, là, puis là, eux autres, même, ils sont désarmés. Là, ils savent, eux autres employés, eux autres. Bon, évidemment, l'employé, la première chose qu'il fait, c'est je me regarde, puis qu'est-ce qui va m'arriver? Ouais. Donc, rapidement, ils réalisent qu'ils vont tomber sur le chômage. Mais eux, ils en ont une porte de sortie. Toi, tu t'en es pas donné parce que tu n'en voulais pas. Des plans B, moi, j'en ai pas. Alors, je l'ai déjà dit sur mes autres exposés. Avoir un plan B en affaires, c'est te donner la chance de focusser une partie de ton énergie dans le plan B au cas que ton plan A ne fonctionne pas. C'est automatiquement d'enlever une partie de ce qu'il faut faire pour le plan A et de le donner au plan B. Fait que si je me fie à l'enseignement de mon grand-père, c'est automatiquement démontrer que tu ne feras pas tout pour réussir. Fait que cette porte de sortie-là, si elle existe, tu vas toujours te dire, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Le c'est pas grave. Tu sais, il y avait notre ami, que le nom m'échappe au moment où on se parle, mais qui était un Jamaïcain, Bob Marley, qui avait dit, parce que là, on s'en va dans d'autres directions. Bob Marley disait toujours, on ne sait jamais combien fort on est que lorsque c'est notre seule option. Alors, pour ça, il ne faut pas avoir de plan B. Ouais. Avoir un plan B, c'est que tu donnes nos options. Mais naturellement, quand tu as un flop, puis tu as un... Bon, là, c'est un flip-flop-fly en tabarouette. Donc, à votre émission, le flop, bien évidemment, là, tu as un flop. Et tu sais pas comment. Fait que je me dirige vers mon grand-père et mon mentor. Et là, j'explique que je me suis fait fourrer.
Puis là, je vomis ma vie. Parce que je vomis ma vie. Tu n'as rien que ça à faire. C'est ça, pareil. Tu n'as plus d'autre chose. Puis tu penses vraiment que tu vas mourir. Ouais. Là, tu te dis, OK, moi, je suis plus rien. Parce que toi, ton orgueil était bâti 100% alors, sur ça. C'est fini. L'orgueil n'existe même plus là. Ouais, c'est ça. Ton orgueil est plus que blessé, est tué. Ouais. Si ton orgueil avait un sens de vie, ben, il est mort. Tu ne l'as plus, là. Ben, il y a quelque chose qui change, mais là, avant d'arriver à ça, mon grand-père, il me dit, OK, là, raconte-moi ton histoire. Fait que là, tu vomis pendant 1 heure de temps ta frustration. Et pendant 1 heure de temps, tu réalises que tu as tout raconté, mais c'est pas toi, c'est pas ta faute. Et c'est probablement la plupart des... Et c'est probablement la majeure partie des gens qui flottent, qui réalisent que c'est pas de leur faute sur la première heure de vomissement de vie, si tu veux. Ouais. Après ça, mon grand-père dit, OK, tu as raconté ton histoire. Mm-hmm. D'après toi, est-ce que tu penses que tu as tout fait pour éviter ça? Oh, là, il y a un moment de silence, un peu comme... Il y a de l'émotion, là. Là, tu shakes de même. Tu fais, OK, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, je ne serais pas capable de répondre à cette question-là. Il dit, la conversation d'aujourd'hui, elle a assez duré. Va chez toi, replie-toi, relaxe un peu, respire. Tu as eu 2 choses aujourd'hui. La première, c'est que tu as retrouvé ta liberté. Parce que tu es plus utile pour personne. Tu n'es utile qu'à toi-même. Alors, quand on est utile qu'à soi-même, c'est un sens de liberté absolue. Comme quand on a 5 ans, tu n'es jamais utile à ta mère quand tu as 5 ans. C'est ta mère qui est utile à toi. Fait que quand tu as 5 ans, tu cours partout. Quand tu as 12 ans, tu cours partout. Jusqu'au jour où tu es responsable d'une maison, d'un auto, où là, tu deviens utile à quelqu'un, à ton banquier. Donc, le sentiment de l'utilité à soi-même, l'autogestion, le repli sur toi-même est incroyable. Mais là, tu te fais branler par ton grand-père. C'est clair. Et en même temps, la question à répondre, va réfléchir, est-ce que tu as tout fait? Puis t'as pas dit ce que tu voulais entendre, là. Pas du tout. Hey, toi, tu voulais entendre n'importe quoi sauf ça, là. Je voulais qu'il me trouve des solutions. T'as raison, c'est une gang de chiens sales. Pas de bon sens. J'étais à toi, je poursuivrais, j'y allais de... Si j'étais toi, je me replierais. Et je regarderais à l'intérieur de toi si dans ton plan unique, qui est ton plan A, tu as vraiment tout fait. Et c'est là que j'ai commencé à aller fouiller dans des livres. À l'époque, je vais dire quelque chose à l'émission que j'ai jamais dit. C'est la première fois que j'en parle. J'en parle pour 1 seconde parce que il y a une fierté là-dedans en même temps. J'habitais à Saint-Joseph-du-Lac, donc on était en campagne, dans un milieu rural. J'étais très, très privilégié, pour utiliser le mot chance, que le métro de Montréal ne passait pas là. Pour 4 jours de temps, j'étais dans la noirceur totale. Et l'envie de me suicider a passé. Peu de gens le diront, mais beaucoup de gens l'ont, cette idée-là. Ouais. Ça fait mal. Ça fait tellement mal, l'impuissance. L'impuissance de notre non-savoir. C'est encore pire que la frustration de s'être fait fourrer. Ouais. C'est épouvantable d'être devant la non-compétence de ton savoir à ce moment-là. C'est profond, c'est intrinsèque, c'est d'un trip, c'est ésotérique, je ne sais plus quel mot prendre à ce moment-là. Il n'y a que ça. Et là, je retourne chez mon grand-père après 4 jours. Après les 4 jours où j'ai voulu ne pas le revoir puis mourir, je me suis enfermé dans ma chambre. Parce qu'il faut savoir aussi que quand arrive cette situation-là, évidemment, tu retournes chez vous, là, il faut t'expliquer ça à ta conjointe. Il faut t'expliquer aussi que tu n'auras plus de job. Mais ta conjointe aussi travaille pour toi. Mais là, cette journée-là, elle n'était pas rentrée. Il faut que tu t'expliques aussi qu'elle aussi va tout perdre. Faut t'expliquer. Puis t'étais jusqu'à date un héros pour elle. Là. Ouais. Ah, évidemment, t'étais un champion. Elle s'est attachée à moi comme une remorque à l'auto. Pas parce qu'elle est suiveuse, mais parce qu'elle y croit. Elle veut être dans la locomotive de tête. Elle veut être celle qui est le charbon dans ma locomotive à charbon. Elle veut être le pétrole dans mon bateau. C'est tout ça, hein, quand on dit la femme derrière le grand homme ou la femme à côté du grand homme. Aujourd'hui, les femmes se tiennent dans la main avec le grand homme parce qu'elles sont aussi performantes. Mais déjà, à l'époque, il y avait cette singularité-là. Mais là tu as 4 jours. Tu vois ton grand-père et tu dis, ouais,
je pense. Pépère, je l'appelais Pépère. Mais... ah, c'est bon, Pépère. Oui, Pépère. Mais il était jeune à l'époque, puis moi, j'étais très jeune. Je pense que j'ai compris. Ben, il dit, OK, raconte-moi ça. Je pense que c'est moi le responsable. OK? Pourquoi tu dis ça? Pas sûr de ça, moi. Et là, il me challenge au contraire. Il me redéfend encore ma création d'idées. Puis là, j'ai été obligé de le convaincre. Et ça m'a forcé à sortir toutes les erreurs. Et là, j'en ai trouvé. Fait qu'il m'a challengé en disant, bon, ben maintenant, tu vas retourner sur encore la table à dessin, façon de parler, puisqu'on est dans le contexte du dessin. Tu vas réécrire tout ce que tu n'as pas fait, que tu aurais dû faire. Tu devrais en trouver 3-4. Je pense que j'avais 6 pages. Je suis revenu avec un écrit d'à peu près 30-35 pages. J'ai la plume assez facile pour écrire. J'adore écrire. Et on a regardé ça ensemble. Il dit, on n'a pas fini le travail. Là, maintenant, il dit, tu vas aller retourner chez toi. Mais là, tu vas prendre plus de temps. Là, tu vas réécrire tout ce qu'il faudrait que tu fasses pour les prochaines fois. Et comment tu verrais ça? À moins que tu sois te suicider vraiment, parce que j'avais dit à lui. Mm-hmm. Donc là, je n'avais plus d'idée de suicide. Là, je me sentais bien, mon grand-père, on se prenait un petit verre de vin, puis c'était déjà... Et là, tu repars. Et là, mais là, évidemment, ça, c'est juste la queue de la tempête. Mais là, la vraie tempête, là, est arrivée dans le sens que là, des tenaces aboutissants après, là, la faillite, le divorce. Je suis loin d'être unique à vivre ça, là. Ouais. Hein? Mais quand tu le vis, ça fait mal. Ben, c'est parce que ta femme te croit plus. T'arrives à la maison, t'as plus d'argent. Il y a de la discorde à la maison parce qu'elle n'est pas dans le même sens des valeurs. Parce que tout d'un coup, les valeurs ont changé. Ouais. Ce que tu vas croire de toi, elle n'y croit plus. Ce que tu vas essayer de lui dire, que tu es une nouvelle personne puis tu vas être meilleur la prochaine fois, tu as perdu ta crédibilité. Tes amis à qui tu avais emprunté de l'argent pour acheter des équipements, ils ont perdu l'argent parce que tu as fait faillite. Ouais. Eux ne te parlent plus. Tes amis qui te têtaient. Parce que ça aussi, ça arrive. Cette gang de faux amis-là, que tu crois être des vrais amis, puis que quand tu fais faillite, ils ne te parlent plus. Ça aussi, c'est une découverte sur qu'est-ce qu'il faut faire à ne pas faire. Aujourd'hui, des vrais amis, j'en ai moins, j'en veux moins, puis je veux juste des vrais amis. Mais avoir aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qu'on a, des amis en affaires, j'en aurais probablement autant que vous. Sans prétention, mais c'est facile d'avoir des amis, des faux amis. Mais des vrais amis que si tu perds de tout, ils seraient toujours là. Des amis conditionnels de vie en corpo, tu n'en as pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Alors ça aussi, j'ai découvert ça. Parce que ton réseau était bâti sur le succès de l'homme d'affaires. Il y a des gens qui s'attachent à toi pour 100%, ça. Inconsciemment, c'est ce que tu poussais, tu projetais, puis c'était ça ton gaz à l'époque. Mais là, quand tu perds cette carte magique-là, puis là, tu redeviens le vrai en arrière. T'es un train, là. Ouais, c'est ça. T'es un train, le wagon immédiat derrière toi, c'est le wagon de tes quelques personnes qui sont des personnes clés, ta femme, ton associé, ton vice-président, quelques personnes. Le troisième wagon peut être un petit wagon d'équipement, on fait de la suggestion. Puis toutes les autres, ce sont les gens qui te suivent, qui te croient, qui s'attachent à toi. Quand tu coupes le lien de tous les wagons derrière parce que tu fais une faillite, et eux pensent, très égoïstement, que tu les laisses tomber. Alors, évidemment, c'est un geste très... C'est drôle, je t'écoute depuis tantôt, puis je me dis que le vrai flop dans tout ça, c'est le me, myself, made man. Ouais. C'est-à-dire que t'as comme voulu trop jouer au self-made man, mais égocentriquement. Mais ça fait pas autrement quand t'as jamais vécu de flop. C'est ça. Parce que tu ne crois pas toi-même que ça peut arriver. Ouais. Mais c'est un paradoxe nécessaire. Si tu ne te crois pas toi-même que ça peut arriver, tu n'auras pas atteint cet objectif-là non plus. Quand tu es tellement sûr que tu ne peux pas échouer, tu as autant de succès que l'ampleur de ta croyance. Fait que si tu... Fait que toi, l'humilité, tu te l'es fait rentrer dans la gorge. Ouais. C'est pareil. C'est vraiment... C'est puissant. Et ça m'a amené à avoir une réflexion existentielle sur la vie. Tout, est-ce que je vais encore vivre, moi? C'est gros, ça. Oh! On se fait interrompre. C'est vrai, c'est notre break. On appelle ça le break ou la pause. On l'appelle la pause du chialeux. On était-tu correct dans notre affaire? Hey, c'est parfait. OK. Tu penses qu'ils sont en train de tirer la plug, là? C'est ça, la cloche. Ah ouais, on tire la plug parce que c'est pas bon. Au contraire. C'est pas bon, c'est comme tout le monde pèse sur le bouton. Non, au contraire. Là, on a Martin Godette à l'interne, qui est notre chialeux de service. Il a regardé ton profil, il a regardé un peu tes affaires. Martin Godette.
Tu vas voir, tu l'écoutes, puis tu réponds à ce qu'il va nous dire. Tu peux regarder l'écran juste là. Écoute-les. Bon matin, messieurs. Le promoteur immobilier. Difficile, évidemment, de ne pas tomber dans le panneau des stéréotypes associés à ce type d'entreprise, évidemment. Particulièrement aussi lorsque un des leaders mondiaux, disons, les plus connus et qui parfois nous exaspère énormément, provient de ce domaine-là. Est-ce qu'on peut, évidemment, affirmer sans l'ombre d'un doute, qu'ils sont tous différents ou que certains, en fait, peuvent l'être et peuvent avoir des desseins très, très nobles autres que, évidemment, de s'assurer que tout le pied carré est occupé. Tout à fait. On peut effectivement être tous différents et pas juste on peut. On l'est différent. Okay. On l'est différent à 100%. On a quand même quelque chose de commun, même si on est tous différents. On a tous des couleurs. Il faut avoir des couleurs. Hein? Il faut avoir des couleurs. J'en ai. Vous en avez aussi. Moi aussi, j'aimerais bien vous découvrir. Vous êtes, en passant, très sympathique. Et c'est vrai, merci, on a l'impression de se connaître. Vous me mettez bien à l'aise aussi sur le plateau. Ben oui, on est tous différents. On est des bébites. Mais on a quelque chose en commun, c'est qu'on est des bébites. Ouais. Et la passion, la valeur de notre croyance passionnelle, une passion corporative, une passion de désirer réussir quelque chose, on a ça en commun. Mais oui, forcément, c'est différent. Là. T'as-tu reconnu de qui il parlait, là, le businessman qui a fait l'argent? Ça, je sais pas. On faisait le lien. T'as-tu fait un lien? Ben moi, je sais pas, il parlait dessus. Exemple, tu sais, McDo, ils disent que c'est la plus grande entreprise immobilière. Mais il parlait de founder. Dans le lien semblable, ça pourrait être McDo, oui. Ouais. Il y a Steve Jobs qui a réussi, mais dans un monde plus informatique. Ouais. Bon, on a d'autres qui ont réussi dans le monde du développement mondial. Mais toutes ces bibites-là, tous ces gens-là, d'abord, avant d'être un corpo, ils ont été un individu. Puis dans l'individu, ils ont été un peu le corpo de l'individu. Ils ont toujours le désir. Je m'adresse à ça aussi, je m'identifie à ça. Ouais. Ils ont le désir de réaliser un projet. Ça fait pas différent. On a tous ça. Vous avez un désir de réaliser un projet. On est sur un plateau de tournage de 4771, machine 4771, qui en ce moment, évidemment, avec notre ami Daniel, qui est là, eux aussi ont un désir de réussir un projet. Réussir. La grosse différence des flops, souvent, c'est que tu veux tellement réussir dans la vie que tu oublies de réussir ta vie. Et là, il y a un monde de différence. Là, ça dérape, parce que là, l'ego embarque, l'humilité... Tu veux tellement réussir dans la vie que tu rates ta vie. Oui, parce que tu ne focuses que sur l'arrivée et rien compte entre les deux. Fait que tu négliges à peu près tout, parce que tu vas négliger forcément ton quotidien. Parlant de réussir ta vie, c'est ça qui s'est passé? Il y a eu un virage. Ce que je comprends, c'est que tu as eu ton moment de ténèbres, ma femme m'a fait comprendre, en tout cas. Ton pépère qui t'a donné une bonne gifle, mais de la bonne façon. Est-ce que tu es devenu... qu'est-ce que tu fais avec mon espace atelier avec ça? Comment tu crains ta gang? Comment tu évites cette erreur-là de tomber dans l'entrepreneur là, qui se glorifie et qui grimpe sa business? T'sais? Comment tu as fait ça? Dans le fond, là, ce qu'on veut savoir, c'est sur tes dernières pages que ton pépère t'a fait écrire. Là. C'est quoi que t'as écrit? Ouais, ben, en fait, je devrais prendre une petite capsule de 2 minutes, vraiment pas long, pour te dire, à travers l'année qui a suivi, c'est ta période de deuil. Hein? Ouais. Dans cette année-là, tu n'as pas juste un recul sur toi, tu as un recul sur l'enveloppe complète de toi, ta personne, ton corpo, ta tête, tes projets. Ta remise en question, le désir de rebâtir. Parce que là, il faut savoir, est-ce que tu as encore le désir de rebâtir? Il y a des gens qui ont une flop, puis ça s'arrête. Ouais. Puis ils vont tourner fonctionnaires. C'est correct aussi. Parce qu'eux aussi ont appris quelque chose. C'est qu'ils ont appris, eux, qui n'étaient pas dans la bonne chaise. Moi, j'ai appris que j'étais dans la bonne chaise, mais je n'étais pas assis confortablement dans la chaise que j'avais choisie. Mais j'avais choisi, moi, une chaise active. Il y a des gens qui vont choisir la chaise passive, puis s'en vont dans la chaise active. Si tu ne fais pas te lancer dans le vide, au bout d'une corde, fallait pas. Là. Puis si tu as eu mal au cœur en sautant, puis que ça ne te convient pas, ressaye-les pas. Sois pas insignifiant, au moins. Toi, c'était une chaise roulante, là. Ouais, moi, j'étais ignorant à l'époque. Moi, c'est même... Chaise active. Je dirais même que c'est un escalier roulant. Montante. Bon. Montante. Mais tu t'enfarges si tu pars à courir d'un escalier roulant.
sur ton descendant quand tu montes. À un moment donné, il y a des affaires qui marchent pas. Il clenche dans tes analogies, c'est bon. Hein, comme ça. Il fait un build-up. Mais il y a quelque chose là-dedans, c'est que donc, rapidement, la première année, tu exploites tout ça. Là, tu es en déchéance complète. Tu traverses aussi des espèces de parties de la loi. Le juge, ta faillite, faut que tu t'exposes. Le syndic. Tu apprends le monde de la défaite. Passer ça, faut que tu te recraignes. Mais je me trompe-tu que dans ces années-là, tu sais, déjà que la faillite au Québec, on gère mal ça, là, comparativement aux Américains. Là, ici, écoute... C'est la honte, là. Ah, c'est la honte, puis il faut pas que tu parles de ça. Puis alors que du côté américain, c'est un peu mieux. Mais dans ces années-là, je peux imaginer qu'une faillite, c'est encore pire. Ben, quand j'ai quitté déjà Ville-de-Laval pour aller à mon compte, mon père m'a pas parlé pendant 3 mois. Puis quand j'ai eu fait ma faillite, mon père m'a pas parlé pendant 1 an. Ah oui, hein? Parce que là, lui, il voulait me renier. Là. Puis, évidemment, la beauté de l'expression humaine à la découverte du monde, quand tu réussis, c'est toujours que tu es chanceux. Ouais. Puis quand tu réussis pas, c'est toujours qu'on te l'avait dit. C'est ça. Ça, jamais le mérite de rien, finalement. Non, t'es jamais à la bonne place au bon moment. Tellement typique, c'est vrai. Mais t'es utile à la société parce que tu les inspires, puis ça les aide à se choisir une chaise pendant que toi, tu fais le fou dans ta tienne, la chaise. C'est ça. Fait que finalement, après, on doit reprendre vite les guides si tu as choisi de rester dans une chaise active. Alors, je suis reparti en affaires, j'ai rebâti mon bureau de dessin, mais cette fois-là, pas avec les mêmes trucs. Hein? Ouais. Et ça m'a pris à peu près 1 an de plus que l'année que j'appelle l'année sabbatique, l'année d'études sur le repli de soi. Pour repartir une entreprise, j'ai remonté ça à 30 employés, mais d'une façon plus structurée sur 3 ans, pour revenir à l'équilibre d'à peu près 16 employés. Et j'ai fait à peu près 25 années stable, avec une récurrence de gestion, mais pas de récurrence de projet, par contre. Toujours l'être en moi au désir d'inventer, d'être inventif. Et ça m'a pris 1 an pour refaire un chiffre d'affaires de 3 millions. Donc, c'est faisable, c'est possible. Mais c'est là, c'est structuré. Au bout d'1 an, je savais que personne ne pouvait s'en aller avec mes affaires. Puis ça me dérangeait pas. T'étais à 2 millions. Quand même. Hein? Ouais. T'as un gars qui est parti, moitié de ton staff, mais après ça, tu t'es reparti. 1 année plus tard, t'étais revenu à 3 millions. À 3 millions de chiffre d'affaires. Ça veut dire que t'étais comment je peux dire? T'étais pas plus peureux dans tes décisions, là. Ça t'a pas shaké, là. Je veux dire, il me semble qu'après ça... C'était plus peureux, tu changes de chaise. Ouais. Non, j'étais bien dans le lancer dans le vide. Me réaliser en projet, j'étais bien. Ce que j'avais compris, c'est ce qu'il ne fallait plus faire. Mon grand-père m'avait bien enseigné, essaye de faire tout ce qu'il faut et surtout ne plus faire ce qu'il ne faut pas faire. C'était quoi? Ce qu'il ne faut pas faire. C'est quoi qu'il fallait plus faire? Ouais, ben là, il y a un secret de la caramel qui est un petit peu là-dedans. Là. Il y a un secret de la caramel. Mais ce qu'il faut surtout faire, premièrement, il faut tout faire. Et avoir le sentiment de tout faire, c'est à tous les jours une question de remise en question. Est-ce que tu as tout fait aujourd'hui? Quand aujourd'hui, tu as un locataire, comme aujourd'hui, on est dans mon espace d'atelier, j'ai reparti ça. Il faut savoir comment ça repartit parce qu'on arrive à ça. Dans l'excitation de vouloir prendre ma retraite il y a 5 ans, de ma retraite que j'ai forniqué pour 1 mois, et c'est comme courir après un chevreuil puis tu ne l'attrapes pas, mais tu ne sais pas si tu conviens pas pantoute, cette affaire-là. C'est une bébête. Mais juste comprendre un peu ton histoire. Là, tu dis que tu as reparti ta business de plan. Mais là, tu as eu ça jusqu'à 5 ans? Jusqu'à il y a 5 ans. OK. Fait que là, tu as resté là-dedans pendant 25 ans. Récurrence de gestion. Récurrence. Pas la récurrence d'abrutissement. Okay. Tous les jours, j'avais des nouveaux projets, des nouveaux clients. Je challengeais. Quand est arrivé, par exemple, l'arrivée des loteries vidéo, machines de l'Auto-Québec, je me suis identifié comme un leader d'installer, faire des plans pour toutes les séries de bars, de clubs, de bistrots, de restaurants, parce que ça prenait des plans d'architecte. J'avais un associé architecte, etc. Donc, j'ai toujours été dans l'opportunité. Mon grand-père disait, tous les jours, de ton monde d'affaires, que tu vendes des tomates ou que tu vendes des consultations ou que tu vendes des plans, toutes les personnes sans exception, petits ou grands, jeunes ou vieux, peuvent être un client chez toi, peuvent t'apporter en line-up de l'argent. Ne néglige jamais la façon de les approcher. Mais ils ont tous une approche à faire différemment. Là, ce que j'aime à comprendre, c'est que Pépère, lui, c'est un crinqué. Oui. Mais Pépère, c'est un crinqué, j'aime ça. Mais ton père, lui, était prêt à te renier. Fait que, pourtant, j'essaie de comprendre, il n'y a pas... Mon père, c'est un... Il n'est pas dans la même lignée que Pépère, lui? Mon père, c'est un très... Non, puis c'est pas son père à lui. C'est le père de ma mère. Okay. Et mon père, c'est un ourson.
un nounours, un gentil, il veut déplaire à personne. Le monsieur qui a vécu toute sa vie sur les vieilles traditions de dire ce que les gens veulent entendre pour être sûr qu'ils sont heureux, puis qui se fait des amis. Mon père, c'est un gars que, dans la réalité de la vie quotidienne, il y a une quarantaine de couples d'amis réels. Moi, j'en ai 3-4. On n'est pas à la même place. Il veut décevoir personne et il vit dans l'insécurité maximum. Comprends. Donc, mon profil ne convient pas du tout. Là. On est tous dans le spot. Fait que toi, t'héritais de la branche de ta mère. Là. Ouais, ma mère, c'est une femme d'affaires, c'est une femme structurée, organisée. C'est cool. C'est elle qui... Mon père déposait le portefeuille le vendredi à 4 heures. Ma mère gérait le portefeuille, gérait les réunions de fin de semaine, gérait la famille, gérait les parties. Ma mère, c'est elle. C'était elle la gestionnaire, ouais. Puis quand on dit que même en vie de couple, tu peux gérer ta vie de couple comme des affaires, c'est ce que je fais aujourd'hui avec ma femme. Avec ma femme, on a un CA, nous. On a un CA administratif. On se rencontre une fois par mois. Avec un verre de vin blanc, avec un verre de vin blanc. Puis on amène à l'ordre du jour les points qu'on veut discuter. Ouais. Puis on le fait. Puis on discute, puis on n'a pas le droit de se fâcher ou de lever le ton pendant 2 heures, 3 heures de temps. Dis-moi André, je ne veux pas te vieillir. Tu as dit que tu avais 60 ans, de toute façon, là, tu nous l'as avoué. T'es-tu devenu, toi, le pépère de plusieurs entrepreneurs, de gens autour de toi? T'es-tu devenu comme le... C'est un peu vieux de dire ça, pépère, nous commence qu'on non, le coach, là, l'espèce de mentor. Non, le pépère, c'est parce que ça fait allusion à mon grand-père que j'adore. Ouais. Le coach, le mentor, là. Au cours de mon parcours, déjà après ma faillite, quand j'ai repris les planches, les gens qui m'ont vu repartir, puis que cette fois-là, c'est reparti, là, ils se sont accrochés davantage. Okay. Et j'ai eu beaucoup de demandes. Je dis beaucoup, une trentaine, 35 demandes au cours de mes 30 dernières années de gens qui voulaient être mentorés. Parce que là, tu comprenais pas juste ce qu'il faut faire, tu avais compris ce qu'il fallait pas faire. C'est ça. Exact. Qu'eux autres voulaient passer vite à go. Dis-moi tout de suite ce qu'il ne faut pas faire. Je vais m'inspirer de ton insuccès. Je vais m'inspirer de ce que tu n'as pas fait de correct. Dis-moi les 9500 fois que tu as essayé de réinventer la lumière pour que je ne les fasse pas, puis je fasse juste les 136 dernières fois. Et tu l'as fait? As-tu accepté les 35 demandes? Non, parce que c'est demandant. J'étais moi-même... je voulais réussir mon mentorat. Pour réussir un mentorat, il faut que tu aies, hors de tout doute, réussi le tien. Et j'étais toujours en train de me mentorer moi-même avec l'aide des conseils de mon grand-père. Fait que j'ai pas commencé à mentorer avant l'âge de 50 ans à peu près. Et depuis 50 ans, j'ai 2 personnes que j'ai mentorées depuis l'âge de 45 ans. La première étant mon fils. Parce que j'ai pas vu dans mon cycle de vie mon fils pendant 10 ans dans une conjoncture familiale. Donc, j'ai perdu mon fils de vue de l'âge de 11 ans à 21 ans. Quand même. Et un jour, mon fils s'est ramassé chez nous. Je dis bien ramassé. Il avait perdu à peu près 15 000 $ dans une patente à gosse, excusez l'expression. Il voulait se lancer en affaires. Mon père, qui était son grand-père, lui le déconseillait parce qu'il avait peur, parce qu'il voulait se lancer en affaires. Sa mère le déconseillait. Finalement, tout le monde le déconseillait. Son autre grand-père le déconseillait. Il n'avait pas d'argent. Il venait de vivre une expérience cocu avec le chum de sa blonde qui l'avait surpris en concubinage, etc. Donc, il était lui aussi dans la même situation que le métro à Saint-Joseph-du-Lac pour me rencontrer, pour dire moi, je vais mourir, il n'y a plus rien. Et là, j'ai commencé à faire du mentorat pour la première fois. Il y a des fois dans la vie, on ne sait pas combien un petit geste, un peu comme Neil Armstrong s'est retrouvé sur la Lune et qu'on avait dit qu'il y a un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Ouais. On ne sait pas, des fois, quand on aide quelqu'un, quand on fait un petit geste, combien ce geste-là peut devenir fatal ou vital. Alors, quand on dit quelque chose à quelqu'un qui nécessite du mentorat, on a une responsabilité morale au-delà de l'aide qu'on est en tant que professionnel ou propriétaire d'entreprise. On a, par défaut, une épée de Démoclès d'aller envoyer quelqu'un sur une route, comme un psychiatre, par exemple, un psychologue, qui va t'amener sur une nouvelle route en y posant des questions. Allez, c'est vraiment un rôle plus important que d'être propriétaire d'une entreprise, de faire du mentorat à quelqu'un. Tu vas prendre la vie de quelqu'un, je dirais pas en main, mais tu vas l'accompagner. Moi, je trouvais ça trop important pour me permettre ça. Je m'identifiais pas apte à faire ça. Puis je trouve qu'il y a de la maladresse dans des gens qui se permettent trop facilement, comme on a tous probablement un beau-frère qui fait du mentorat qui conseille un peu avec trop, une bière le dimanche après-midi à 3 heures et
qui dit « Moi, être à ta place, je ferais ça de même. » Le fameux beau-frère, Martin, hein, tu l'utilises souvent. Puis, écoute, je m'entends tellement dans ces affaires. Tu t'es acheté une auto, t'as pas acheté une bonne auto. Puis le beau-frère qui dit « Ben, t'aurais dû m'en parler, moi j'avais un deal. T'as pas acheté la bonne maison, c'est pas dans le bon quartier. T'es jamais à bonne place au bon moment. » Un faux mentorat. Un faux mentor. Alors moi, je voulais pas être étiqueté à ça. Puis imaginons pour un instant que tu fais ta propre business et tu as un flop, tu as un deuxième flop. C'est toujours toi que tu vas analyser. Mais si l'entrepreneur que tu es en train de faire, un entrepreneur en devenir, c'est un mentor de ce jeune entrepreneur-là, je me sentais pas bien, là. Fait que, non, je l'ai fait plus tard. Là, aujourd'hui, je me sens dans la peau d'un mentor. J'aurais dit à l'époque que je me sentais dans la peau d'un menteur. J'aurais mal guidé, j'aurais mal mentoré et j'aurais menti à l'entrepreneur en devenir à de faux espoirs. Alors, je lui aurais fait faire probablement à son tour des maladresses sous des expériences que je n'aurais pas même acquis moi-même. Fait que là, je trouve que maintenant, mentorer quelqu'un me rend confortable parce que je vais le challenger davantage qu'être sur mes conseils. Mais là, j'aimerais revenir encore, là. Mettons que tu as repogné ton gars, que tu dis que tu as ramassé. Là. Mon fils. Et je l'ai pris en main. C'est quoi, mettons, là, on avait ciblé 4 affaires que tu as commencé par checker. Puis moi, je suis un entrepreneur, puis j'écoute le podcast. Là. Puis je suis dans un flop, ou je m'aligne d'un flop, ou je me sors d'un flop, puis il faut que je regarde 4 affaires, je regarde quoi? Ben, la première des choses, quand tu veux aller de l'avant, si tu passes ton temps à demander à des personnes qui ne sont pas allées de l'avant des conseils, il faut déjà que mentalement tu sois prête à ce que 50% de la réponse soit le contraire de ce que tu souhaites. Parce que moi, quand je demande à ma mère qu'est-ce qu'elle en pense de la couleur de ma voiture, puis la mienne est rouge, puis ma mère a dit qu'elle l'aurait préférée noire, c'est 50% de ta réponse que tu voulais pas. Tu as forcément 50% de toutes les questions que tu vas poser à des gens qui ne sont pas en affaires d'avoir une réponse qui n'est pas la tienne. Donc, la première règle de jeu, c'est que ne demande pas à quelqu'un qui n'est pas à la hauteur d'être quelqu'un dans la business, ce qu'il en pense de ta propre business, qui est mon père, pour être capable de se sentir dans ma peau si lui-même ne s'est jamais senti en affaires. Ça, c'est un peu comme quelqu'un qui se fait couper une jambe et la maladresse des gens va dire « Ouais, tu fais pitié, tu vas te couper une jambe, je te comprends tellement. » T'es qui, toi, pour me dire que tu me comprends quand ma jambe est coupée, quand toi, t'as tes 2 jambes? Hey, ça se peut pas. C'est impossible physiquement et psychologiquement que tu comprennes ce que je vis. Ouais. Ne me dis pas ça. Alors, je ne te rendrai jamais à quelqu'un qui s'est jamais fait couper une jambe. Fait qu'autrement dit, ton premier conseil, c'est de filtrer ta source de conseiller. Là. Absolument. Ouais. Absolument. La deuxième, c'est je réalise tous les jours que l'entrepreneur typique, aujourd'hui, on a un réseau social et une accessibilité à l'information qui est extraordinaire. Elle est tellement extraordinaire que c'est devenu dangereux. Tu as tellement d'explications qui peut être à la fois farfelues. Il y a tellement de fausses gens, oui, de faux mentors, de faux entrepreneurs, de fausses personnes qui n'ont pas réussi, qui disent qu'ils l'ont fait. Ouais. Des gens qui se croient, qui ne sont pas encore à la réussite, mais qui pensent qu'ils l'ont atteint. Il y a tellement de faux, toutes sortes d'affaires, que tout ça, ça devient bien mêlant. Et ça, ce que ça fait, c'est que tu te fais des fausses croyances à des... C'est un peu comme quelqu'un qui veut maigrir, puis regarde quelqu'un qui a déjà maigri de 60 livres, mais elle explique pas bien à la caméra que ça fait 3 ans qu'elle travaille, elle s'est fait faire 3 chirurgies, elle a souffert, elle donne juste le punch. Et toi, t'es là, tu veux, il y a beaucoup trop aujourd'hui d'informations qui coulent. Alors moi, je dis aussi d'emblée, faire attention à l'information et d'être serein là-dedans. Le troisième, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens parce que la loi 80-20, elle existe, la loi de Pareto, pour ceux qui la connaissent. Donc, la loi de Pareto, c'est que 80% des plaisirs de la vie n'appartiennent qu'à 20% de la population. Et 20% de la population se partagent le reste. C'est-à-dire, le 80% de la population se partage le 20% des plaisirs. Ça s'applique dans tout. 80% de l'argent du monde appartient qu'à 20% des propriétaires de l'argent. Alors, dans cette loi-là, il y a 80% du monde qui sont tous des gentils, mais qui ont cette étiquette-là de vouloir tirer sur ceux qui réussissent ou qui se lancent en affaires, surtout. Donc, dans cet esprit-là, quand tu côtoies ces gens-là, puis tu les étiquettes comme des gens qui ne sont pas en affaires, il y a une grosse job de bras tous les jours à faire, c'est d'empêcher les gens de te démotiver dans un projet
pour lesquels tu n'as pas encore atteint l'objectif. Parce que tu dois te motiver, toi. Mais te motiver est déjà une job le matin. Tous les matins, moi, j'ai ma prière de ma loi universelle. Évidemment, c'est ma recette. C'est ma petite recette que j'ai développée de façon autodidacte. Mais dans ma douche, ça fonctionne. Et j'ai découvert que demander et vous recevrez, ça ne s'adresse et ça arrive qu'aux gens qui savent quoi demander. Mon prochain livre, je vais écrire un livre, c'est sûr. Yeah. Je vais écrire un livre et mon livre va s'intituler « Arrêtez de demander, vous ne savez pas ce que vous voulez ». Ça va être ça. Les gens, vrai, hein? Tu leur demandes, par exemple, et ça, c'est comme ça. Là, bizarrement, aujourd'hui, coïncidence que vous me posez la question sur le mentorat, j'ai quelqu'un que j'ai commencé à mentorer depuis 2 semaines. Et c'est confidentiel, évidemment, mais j'ai un de mes locataires que je commence à mentorer pour la 2e fois aujourd'hui. Cette personne-là a un plan d'affaires, elle veut réussir. Puis, tu fais bien, Dan. Tu fais bien le consulter. Je sais pas si c'est lui. Et, bon, fait que, évidemment, comme j'explique, il faut travailler à ne pas se laisser influencer puis se motiver. Donc, dans la motivation, ça prend une grosse motivation d'auto-suggestion et de demander pour recevoir. Et quand j'arrive à écrire ce que vous ne savez pas, quand je fais du mentorat, puis je commence mes premiers balbutiements avec un nouveau mentoré, ce que je pose comme question, as-tu un projet? Tu pars de là. Si tu n'as pas de projet, tu réussiras rien. Parce que tu ne demandes rien. Okay. As-tu un rêve? Et là, il y a beaucoup de jeux de questionnement. Fait que je fais mon psychiatre ou mon psychologue de la situation et je fais réfléchir. Alors, par exemple, Pierre-Luc, je te pose la question, as-tu un rêve? Tu peux m'en donner un subrepticement comme ça? Personnel, professionnel, si on s'en fout. Sois à l'aise, un rêve. Que tu te mets à l'aise à donner au plateau. Ça fait longtemps, là, mais moi, on est dû pour une magnifique maison sur le bord d'un lac. Je m'appelle pas Bordelot pour rien, moi. T'sais, parfait. J'aimerais ça y aller. Alors, à partir de ce rêve-là, si tu veux le réussir, je vais te poser des questions et tu vas voir que ton rêve est en péril. Parce que je vais te demander la couleur de la maison, la sorte de revêtement extérieur. Est-ce que tu as une idée? Ben oui, honnêtement, oui. Mais il faut que tu ailles plus loin. Okay. Est-ce que tu as une idée précise dans quel moment où tu aimerais l'avoir? Avec quelle femme tu voudrais y vivre? Quel genre de Bordelot tu veux faire? Je vais choisir la mienne. Je te conseillerais de répondre Claudine à cette question-là. Est-ce que ça va être boiseux? Je comprends. Est-ce que tu veux faire 1 heure de kilomètre? Alors, dans un exemple plus simple, quelqu'un dit « Moi, je rêve d'avoir un bateau. » Parfait. C'est le fun ton rêve, mais tu n'auras pas ton bateau. Hein? Ben oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour avoir le bateau? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, au départ, tu fais combien d'heures par semaine? 30 heures. OK? Parlons argent pour un instant. Es-tu prêt à faire 45 heures? C'est difficile, ça. Là, c'est parce que, tu sais, j'ai ma famille, mes 2 enfants à garderie. J'ai une question de poser. Il a déjà répondu que son bateau l'aurait pas. Parce qu'il y a quelque chose à faire. Mon grand-père disait, fais tout ce qu'il faut pour obtenir ce que tu veux. Tu peux pas réussir à avoir un bateau. Tu peux pas... Dans la vie, il y a 4 façons d'avoir de l'argent. L'hériter, la voler, la gagner ou la travailler. Les 3 premiers, c'est pas mes choix. Moi, j'ai décidé de la travailler. Mais si tu veux la travailler, il faut que tu la travailles ardemment pour arriver à l'objectif. T'es mieux d'avoir moins d'objectifs puis focusser parce qu'une 60 watts de pochette de lumière donne moins d'énergie qu'un laser de 60 watts. On coupe du métal avec un laser de 60 watts d'énergie. Mais on a de la misère à éclairer une pièce comme ici avec une 60 watts. Tu vois pas où tu vas dans la vie avec une 60 watts de pochette. Tu vas voir où tu vas avec une 60 watts de laser. Alors, un laser, c'est un petit faisceau concentré, et c'est pour ça qu'on arrive à couper de la vitre ou du métal, mais avec la même wattage, la même énergie. Alors, reste focus sur un seul projet, ou 2, ou 3, mais sans pas 25, et fais tout ce qu'il faut. Ton fils vient de me texter, lui, il a choisi l'hériter. Je dis ça de même. C'est intéressant, mais j'ai expliqué que l'hérité, ça peut arriver. Très bon. Mais à ce moment-là, il faut que ça soit dans la siège du visiteur, de l'observateur et du spectateur. Il doit donc se retirer du monde de la corporation et du corporatif et m'attendre. Mais comme mon grand-père est mort à 100 ans, il peut attendre longtemps. C'est là qu'il est revenu à la charge en disant finalement, ça c'était une petite blague pour toi que lui t'a envoyé dans l'univers. Mais la réalité, c'est qu'il avait vraiment choisi de travailler. Il avait compris ce message-là. Génial. Mais si tu veux un bateau, tu sais pas le nom, tu sais pas où tu vas l'acheter, tu sais pas avec qui tu vas l'en faire, tu sais pas la couleur, tu sais probablement que ton rêve n'est pas un rêve de réalité. Alors ne demande plus ça, tu ne l'auras pas. Fait qu'arrête de demander,
Vous ne savez pas ce que vous voulez. Je demandais une Toyota, quelque chose de plus simple. C'est pas précis. C'est pas précis. Moi, j'aimerais ça avoir des amis dans la vie. OK? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour faire des amis? Avoir des amis? C'est quoi ta relation que tu es prêt à amener? On ne parle plus d'argent. Ça s'applique dans tout. L'autre chose après, c'est que il faut atteindre aussi un niveau de satisfaction. Ça, c'est un autre point. Moi, j'étais jamais satisfait. Au moment présent, j'étais toujours au futur. Je ne contemplais pas la réussite de mon propre succès. On dirait qu'il te parle, Martin, écoute-le. Là. Tu as un succès grâce à ce que je viens d'expliquer. Tu as tout fait. Puis au moment où tu as ton succès, dans l'intemporel du temps, il n'existe pas le mot présent. Ton passé et ton futur se collent ensemble, puis ton présent n'existe pas. Alors, dès le moment que tu réussis, dans la seconde qui suit, tu es déjà dans le futur. C'est un peu comme recevoir un refinancement d'un bâtiment de 1 million de dollars, parce que ça peut nous arriver, on a des gros bâtiments qui fait que quand on refinance, on peut obtenir un effet de levier d'1 million. Puis dans la seconde qui suit, tu n'as pas eu le temps de voir même la photocopie du chèque. Parce qu'aujourd'hui, en plus, c'est des virements bancaires. On ne voit même pas le chèque. C'est désolant. Parce qu'à l'époque, quand on recevait un chèque, au moins, on contemplait jusqu'au lundi. Il y avait une couleur avec. La banque était fermée le dimanche. Ouais, il y avait comme un plaisir de le garder dans tes mains. Là, on arrive. Ça va vite. Ouais. Donc, le moment présent, c'est une erreur digne des gens qui font de la croissance rapide. Ils sont tellement excités d'aller plus loin, voir plus loin. Donc, viser l'arrivée que... Alors, j'ai changé mon attitude avec cette faillite-là. Au lieu de travailler sur le résultat, je me suis mis à travailler sur l'effort. Ça rejoignait bien mon grand-père, parce que mon grand-père disait que les résultats n'étaient pas un objectif à atteindre, puisqu'ils arrivent toujours quand l'effort a tout été fait. Voilà. Écoute, fin du chiffre, c'est une séance de mentorat. Je pense qu'on va le payer. Ça n'a pas de bon sens. Là. C'est trop fort. Il pense qu'il y a un mentor 2, mais je pense qu'il y a un mentor 4. Écoute, on le réinvite pas. On prend des notes pour vrai, André. C'est incroyable. Ton nom de famille te va bien quand même? Oui, puis il y a beaucoup de gens. Oui, paiement, puis j'étais destiné. J'ai toujours, effectivement, aimé ce nom-là. J'aurais jamais voulu changer pour tout l'art du monde. Absolument. André, ça a été vraiment comme... c'est rare que je suis sans mots aussi longtemps. Je m'écoutais pas me parler. Là, ça veut dire que je suis à l'écoute. Je sais que le gang qui écoute le podcast, ils sont encore là. Sont-tu là? C'est juste André. Ben, franchement, merci. C'était super intéressant. Tu as fait un méchant build-up pour te rendre jusqu'au flop où c'en est tout un, on s'entend, qui t'a ramassé. C'est le pire flop d'un entrepreneur. Ouais. La faillite, je veux dire, tu peux pas aller plus loin que ça. La faillite et la trahison. Oui, c'est ça. C'est ça où ce que j'entendais aussi. Et j'aime ça entendre l'idée que Pépère, je sais pas son prénom, c'est quoi son prénom? Moi, c'est Claude. Claude vit tellement encore, il était là vivant avec nous autres. Il est toujours là, il était là aujourd'hui. Là. Il est toujours là. Il est toujours là. Et je te remercie de perpétuer sa tradition. Là, je pense que tu le fais bien, en tout cas, avec les gars ici de Machine 4771. Moi, j'ajouterais une petite phrase de rien, simple comme ça, c'est que avoir peur de l'échec, évidemment, c'est le premier frein de la réussite. Ça, c'est automatique. Tu viens d'identifier déjà tes portes de sortie. Et de plus, faire une faillite aujourd'hui n'est pas significatif d'un échec dit populaire, dit négatif, parce que tu as déjà fait quelque chose que tous ceux qui n'ont rien essayé n'ont rien fait. Tu es déjà ailleurs. Il faut rester digne dans l'échec, cet échec d'une faillite. Ça veut dire que tu es déjà allé ailleurs, que tous ceux qui te regardent ne sont pas allés. Alors, ça se peut pas. Et le dernier point que je dis, c'est qu'il n'y a pas d'échec qui fait plus mal à quelqu'un qu'à quelqu'un d'autre. Notre premier faillite, que ce soit une faillite de 50 000, de 100 000, de 2 millions, 10 millions, pour tous ceux que j'ai côtoyés, qu'ils ont tous eu un échec, ils avaient la même douleur au cœur, de la frustration et le désir de ne plus vivre. Parce que quand tu as un échec, c'est comme la première fois que ta meilleure amie qui meurt, ce premier décès-là, l'apprivoisement d'une mort certaine, comme un échec, une faillite de ta compagnie, c'est une mort certaine, elle fait aussi mal en douleur pour n'importe qui. Il n'y a pas de niveau de douleur. Alors, il ne faut pas en avoir peur. C'est pas parce que tu as fait un échec de 50 000 que tu souffres moins et on ne doit pas négliger ça. Cette personne-là souffre d'un niveau
de son niveau parce qu'elle l'a amené là. Elle a pris le risque de perdre 50 000. Celle qui l'a amené à 2 millions a pris le risque de perdre 2 millions. Mais c'est pas plus douloureux. Puis c'est pas plus long s'y remettre. La preuve, c'est que je me suis remis sur les planches et j'ai refait un chiffre d'affaires à 3 millions après 1 an et demi, en fait, après 1 an de plus que l'année de la faillite. Donc, quelqu'un qui a perdu 50 000 pourrait démontrer, hors de tout doute, qu'il peut faire 50 000 dans l'année suivante. Ça fait aucun... Puis il doit le ratteindre plus... Tu sais, comme toi, tu es allé plus haut parce que c'est le chemin pour y retourner. La première fois, elle m'avait pris 3 ans pour arriver à 2,5 millions. Et la deuxième fois, elle m'a pris 1 an pour arriver à 3 millions. Ben ouais. Fait que c'est aussi vrai pour quelqu'un qui fait une faillite de 50 000. Fait que ce n'est pas vrai que c'est dommageable, ce n'est plutôt que bénéfique. Merci beaucoup, vraiment. Trop court. Pour la faillite. C'est trop court. Ah, c'est trop court, ça, mais tu reviendras. On peut-tu faire là, on a Flap Lab, on peut-tu faire Flap Lab, Flip Lab? On peut-tu faire Flip, Flap, Flap? Ça sera nos 3 émissions en séquence. Puis la dernière pourrait être le Flip, Flap, Flap. Donc, moi, je ne sais pas, j'y crois à votre émission. Je crois à tout ce qu'on a dit aujourd'hui et je l'ai partagé avec vous. Parce que c'est pas moi. C'est l'expérience de vie de moi-même, mais c'est pas moi. C'est tout ce que les entrepreneurs devraient vivre et ça vient d'un enseignement universel, cette loi-là. Moi, je ne fais que répéter. Et je vous laisse sur cette dernière phrase. Mon grand-père, encore une fois, disait « Si tu ne connais rien, puis tu vas avoir l'air d'un quelqu'un de très connaissant, informe-toi sur les gens qui connaissent les choses et répète ce qu'eux disent. Tu vas avoir l'air intelligent. » Parce que les gens, en réalité, tout comme vous, si tu n'as rien à dire, raconte une histoire que quelqu'un a vécue, ou raconte une histoire de vie, raconte quelque chose sur les araignées, quelque chose sur l'argent, la bourse. Les gens aiment les histoires. Et sais-tu quoi, André? Le moment où j'aurai rien à dire, je vais raconter ton histoire. Mais j'en aurai un autre un jour. Je vous relance, les gars. Je vous relance sur un autre... moi, j'ai fait un sondage de 45 années d'expérience sur le comportement humain dans l'espace. Parce que comme je suis dans l'espace 2D, 3D, j'ai trouvé la 4e dimension de la personne sur la location de l'espace. Et ça m'a pris 2 ans. J'ai dépensé personnellement 250 000 $ d'études pour mettre au monde mon espace atelier. Et cette étude-là sur le comportement humain, je l'ai débutée en 1960 sur l'arrivée des premiers bébés boomers pour arriver à traverser toutes les crises jusqu'en l'an 2010. Parce que j'ai fait ma thèse en 2010, donc j'ai 50 ans d'histoire, de recherche écrite sur le comportement humain de leur espace, d'où mon espace atelier, le réel sentiment intrinsèque de la valeur d'appartenance à ton espace de vie. C'est comme ça qu'est arrivé mon espace de travail. Comme Daniel va inviter des gens ici sur mon espace plateau, comme on a notre propre émission maintenant qui vous compétitionne un peu, qui s'appelle Mon espace antenne. Merci énormément. Merci énormément. Merci à toi, André. Merci d'avoir été des nôtres. Lâchez-nous pas. On est en overtime après. Ça se continue. Écoute, André, ça va être moi et Martin en train de parler de toi, mais là, on n'aura plus rien à dire. Ça va être cool. À tantôt, gang. Ah, écoute, t'as tout J'avais l'impression de t'entendre, mais avec 20 ans de plus. Si tu savais le nombre d'affaires que tu dis. Ah, c'est sérieux? C'est incroyable. Non, mais avec plus de profondeur et de sagesse. Oh, clairement. Vous êtes vraiment sympathique. Merci de dire. Cool. Ouais, comme ça, c'est bon. Je regarde qui, là? Tu m'as Le talent de la... Une table de ping-pong à aller chercher. C'est vrai, tout 4h30. Es-tu désinfecté? Lui, à toutes les fois qu'il vient ici, il magasine quelque chose. Stock de ski, j'en profite. ordi. Moi, je mets tout ça là. Moi, j'achète des affaires à Montréal, puis je lui dis, prochain podcast, puis là, je fais ma ronde de lait. Prochain podcast, je vais venir. C'est pour ça que la dernière fois, au moins, quand il se pointait ici pour rien, il a acheté 4-5 affaires. Ouais, c'est vrai que c'était acheté la semaine passée. Mais pour vrai, j'allais acheter des culottes de ski en descendant. Vrai? Ouais. Hey, il y a 1h30. Let's go, là. J'ai faim. Temps sur temps, let's go, production, let's go. Ah, ça sonne pas?
Tu veux que je te sonne la cloche? Oui, moi tu charges quand ça sonne. T'attends que ça sonne. Ouais. Moi, je travaille pas tant que ça sonne pas. Non, là, mettons. Attends. Ouais. Un peu la cloche. Ok, ouais. Oh! Après le flop de André, voici le lab d'apiculture. L'Académie d'apiculture. Ah ouais. On creuse ça? Ouais. On décortique ça. J'ai l'impression... Honnêtement, là, si on décortique un peu, parce qu'il nous en est vraiment dans une idée de business où c'était très centré sur lui. C'est-tu moi ou c'est tout le contraire d'une culture d'entreprise? Tellement. Tu sais, dans le fond, il a fait l'erreur. L'erreur que tout entrepreneur peut faire de centrer ça sur lui. Puis ça arrive beaucoup, là, plus qu'on le pense. Tu sais. Centrer ça sur les gestionnaires, centrer ça sur le joueur, le talent. C'est pas égocentrique, c'est culture-centrique. Ouais, puis c'est ça le flop, moi, je pense. Il faut travailler le lab de ça. Là. Mais honnêtement, là, on peut dire qu'écoute, il s'est planté. C'est sûr, quand tu comptes l'histoire comme ça, là, mais on flirte tout avec ça. Oh oui! Quand tu as 23 ans, tu as l'impression que tu écrases une industrie. Tout le monde te dit t'es un malade, c'est hot ce que tu fais. Hey, là, tu te gonfles le torse en pas à peu près. La tête t'enfle. Tu sais, quand tu arrives dans les 5 à 7 de la chambre de commerce, puis c'est eux autres qui te payent des verres, là, tu fais OK, là, c'est parfait, là, je rayonne dans la chambre de commerce. Enfin, j'ai mon heure de gloire. Oui, écoute, à 23 ans, je les ai toutes clenchées. Ouais. Fait que, tu sais, veux pas, comment c'est monté le système entrepreneurial, ça favorise. C'est ce piège-là que tu peux tomber. Écoute, j'ai tellement connu ça. Écoute, j'ai des amis qui ont tombé dans ce piège-là. Puis la ligne est vraiment délicate. Puis même moi, là, tu sais, écoute, ça a été... J'ai pensé à un moment donné, parce qu'honnêtement, t'es jeune, t'es dans un univers où tu côtoies des gens de 50, 60 ans qui ont réussi, puis ça arrive avec les gros camions Mercedes, toute la patente. Ouais. Puis toi, t'es comme le zouf qui vient de commencer. Là. Puis là, t'essayes de te prouver, puis t'essayes d'avoir un peu de respect de cette gang-là. Puis malheureusement, souvent, un des armes, des cartes qu'on est porté à jouer, c'est se positionner comme ça. Là. Ouais. Quand je vais parquer mon char à côté de l'autre, non, c'est pas vrai, écoute, on va être au même niveau. Puis c'est un peu ça qu'il a fait. Là, fait que lui, il est allé se positionner pour impressionner, mais finalement, il a réalisé que le milieu dans lequel il s'est entouré, il s'était attaché à cette image-là, puis quand il a perdu cette image-là, il a tout perdu. Tu veux-tu craquer la gang de la chambre de commerce? Non! Tu veux craquer le monde, ton monde à l'interne? C'est ça la question. Mais c'est ça. Tu prends-tu plus de soin à ton image devant la chambre de commerce ou tu prends plus le soin à ton image devant ton équipe? Ouais, exactement. Si tu as le choix entre les deux, là. Puis tu sais, ça m'amène dans l'isolement entrepreneurial. Ah oui! Tu sais, on parle souvent de la ça. La princesse s'enfermer dans la tour. Oui, exactement. Puis personne ne peut me comprendre. Là, ils font des groupements pour sortir les entrepreneurs de l'isolement puis de mettre des entrepreneurs ensemble. Ouais. J'ai rien contre ce type d'organisation-là. Mais entre moi et toi, là, quand tu es rendu comme lui, là, 35 vendeurs sur le terrain, je sais pas, 20 employés à l'interne, pour quelle raison tu es tout seul? Parce que... Tu as une équipe, là. En théorie... Tu t'isoles toi-même, au fait. En fait, c'est ça que tu dis. Mais en théorie, tu es parti de 1 puis tu es rendu à 35. Fait que tu as 34 amis de plus. Mais à l'écouter parler, il était tout à son service. Fait qu'il y avait comme une espèce... en tout cas, l'erreur qu'il a faite, c'est un peu ça. Puis c'est pour ça qu'il les a perdus, là, au final. On voit que c'est plus ça qu'il fait. Il a tiré l'attention sur lui à l'époque. Ouais. Puis il est allé se challenger avec l'univers des affaires, mais il a oublié de protéger son image devant son organisation. Puis pendant qu'il était à la séduction de l'univers des affaires, il y avait des complots qui se faisaient dans son organisation, puis il y a eu la moitié de son équipe qui servirait contre lui. Puis, mais s'il aurait été, au lieu d'être avec la gang des affaires, puis il aurait été vraiment avec son team, c'est pas vrai que ça irait passer en dessous du nez. Puis ça me fait penser à toutes les récoltes de culture d'entreprise qu'on a fait avec notre voyage dans l'Ouest canadien, dans l'Ouest américain. Là. Honnêtement, c'est-tu moins où toutes les bonnes cultures qu'on a eues jamais se référait à un seul individu, ou plutôt rarement. Puis quand ça le faisait, c'était un porte-parole il remet tout ça dans les mains de son team. T'sais. Exact. Tu sais, un gars, par exemple, comme Tony Shea de Zappos, qui tout de suite dit « c'est pas moi », puis tout ça, puis on dirait que le monde, même, il dit « le monde veut m'aduler de ma culture, mais c'est pas ça, pas en tout, je suis pas allé là », tu sais. Ça me fait penser à un client qu'on a eu ici, pan-canadien en plus, là, tu te souviens, 5 bureaux à travers le Canada, une clinique médico-esthétique. Et c'était au Québec, très centré sur le leadership de cette personne-là. Tu sais. Exact. C'était fort, tellement fort qu'elle, elle se disait « ouais, mais faut pas que ça soit juste sur moi. » Il faut que ça soit ailleurs. Elle n'est pas tombée dans l'égocentrisme, c'est pas ça. Mais des fois, on a un phare là, éclairant là, dans une business tellement puissant qui vient tout gober la culture, bizarrement.
Puis lui, s'il n'est plus là, ou elle, si elle n'est plus là, ben c'est fini. Là. Exact. C'est une erreur, tu sais, de culture d'entreprise. Ben, c'est une erreur. C'est un piège, en fait, comme tu le dis. L'entrepreneur est tellement fort, défricheur, tout ça, que le fondateur, à un moment donné, n'est plus là. Ou la personne qui a fondé la business essaie de répandre cette espèce d'idée de culture-là, mais ça marche pas dans toutes les parcelles de notre vie canadienne, on va dire ça comme ça. Alors, il faut se constituer quelque chose de culture centrique plus que de centrer sur une personne, tu sais. Et c'est pas évident. C'est un défi parce qu'il y a du monde qui nous écoute et font mais comment je diffuse et transfère ça pour que ça soit pas juste sur moi, tu sais. Moi, là, je suis un entrepreneur qui nous écoute puis je veux comprendre clairement, là. Ouais. On dit que le Flop Lab, tu vas me montrer où pas piler. Ouais. Fait que, dans son cas, là, clairement, faire attention de pas laisser trop de place à ton orgueil entrepreneurial. Lui, là, je pense que c'est ça qui est arrivé. Il a laissé... Ça veut pas dire qu'il faut pas mélanger orgueil et fierté, là. Mais moi, je pense que tu peux être fier de ce que tu as monté, mais si tu le laisses se transformer en orgueil, tu démobilises ton équipe. Construis un team. C'est ça. Faut que ce soit un team-made product. C'est ça. Team-made product. Construis un team. Fais pas juste bâtir une business sur ton... Tu sais, que je t'ai dit tantôt, là, le self-made man. On dirait que on fait l'apologie de ça. C'est intéressant. Mais quand c'est le me, myself and I, made man, là, c'est le piège dans lequel on peut tomber. Ça doit être dur, hein? Parce que t'es une machine de vente, tu crées ton patente, tu montes ça à 2,5 millions, là. Tu me diras après ça que moi, je suis pas un self-made man, puis on en a rencontré des entreprises qui ont de la difficulté à faire le transfert générationnel. Exact. Parce qu'ils ont monté une business à 500-600 millions, même des fois, là. Après ça, tu leur dis, ouais, mais c'est plus ça le contexte aujourd'hui, il faut que ça change. Ouais. Tu l'as-tu bâti, ma business de 600 millions? C'est sur moi que ça s'est bâti, tu sais. Là, c'est le danger, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le même contexte. Exact. Peut-être qu'avant, ça marchait. Mais là, aujourd'hui, le milléniaux, le gars qui débarque, la fille qui débarque dans une business, elle veut faire partie de ton histoire. Elle veut pas comme être en orbite autour de ta planète, là. Puis tu sais, je pense qu'un autre élément qu'il faut retenir, c'est qu'à un moment donné, là, l'élément de croissance et de l'arrogance, à un moment donné, ça flirte aussi ensemble. Ouais. Lui, il est devenu tellement brave, il a eu tellement confiance en sa vision d'organisation, parce que c'est vrai, il y avait un succès, là. Il a monté ça à 2 millions quand même, là, en un an et demi. Fait que, mais à un moment donné, il est devenu avec tellement d'assurance qu'il a oublié d'aller revalider ses fondations de temps en temps. Puis ça y a joué contre lui. Ouais. Fait que s'il n'aurait pas tombé dans cette notion-là, puis il aurait gardé quand même une certaine fragilité, il aurait à quelque part dans le pipeline aller revisiter ses fondations, puis avoir redonné de la valeur à son équipe. Mais je pense qu'il n'y a pas juste les entrepreneurs qui peuvent tomber là-dedans. Là. Ton meilleur vendeur, ton gestionnaire qui est king, ta fille qui est en feu à tel endroit, ils ont tout ce petit danger-là. Là. T'sais, on parle de la tour entrepreneuriale, mais c'est une tour dans le monde du travail. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que tu peux avoir l'impression que c'est grâce à toi. Là, ça devient... C'est pour ça que ça prend un bon team. Puis tu sais, probablement, puis tu sais, on n'y a pas posé la question, mais on fait des scénarios. Tu sais, on dit qu'il faut que ce soit, oui, un team-made product. Il faut que tu travailles constamment avec ton équipe pour que ce soit une idée qui vient de ton équipe. Ouais. OK? Il ne faut pas que tu tires l'attention sur toi. Ouais. Mais aussi, c'est que s'il y a une gang à l'interne qui avait une soif entrepreneuriale pour partir à leur compte, c'est qu'il y avait une couple d'entrepreneurs dans sa business. Ouais. Puis tu sais, à un moment donné, ça veut dire que... Ça me fait penser à Natacha chez nous à l'interne. À un moment donné, quand elle m'a dit « Martin, je suis comme dans mes pantoufles, mais j'ai besoin de porter des talons hauts de temps en temps. » Ouais, elle a besoin de grandir. Fait que je sais pas si notre chum, il a mis des talons hauts à ses employés de temps en temps. Ouais, pour même, c'est bizarre, mais je comprends ton point. Mais est-ce que tu les mettre en valeur? Y a-tu répondu à la soif entrepreneuriale de son équipe? Lui donner des missions claires? Leur faire comprendre qu'ils font partie de milestones dans l'organisation, puis leur redonner proportionnellement la reconnaissance pour ce qu'ils ont accompli. Ta job d'entrepreneur, c'est pas juste de faire grandir ta business, c'est de faire grandir les autres. Drette ça. Puis si tu ne réponds pas à cette demande-là, l'humain étant ce qu'il est, va trouver une façon d'aller chercher cette reconnaissance. Exactement, il va aller ailleurs anyway. Exact. Faudra que tu t'en soucies. Fait que, est-ce que c'est ça qui est arrivé? On le saura pas. Mais, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, ça devient une menace. Si on tire la couverte sur notre côté, on prend le mérite, puis on laisse pas la place à cette soif entrepreneuriale-là de nos équipes, c'est sûr que ça va jouer contre nous. Ton désir de croissance, exact. Si tu l'as, imagine à quel point ta gang autour là aussi. Là. Fait que c'est important, oui. On parle beaucoup du why de Simon Sinek. Faut qu'on a une raison, tous et chacun, de se lever le matin puis d'accomplir la mission de l'organisation. Mais il faut partir dans l'idée qu'il y a un why personnel. Ouais.
Tu le sais, on a même des outils qui permettent d'aller valider ça dans les organisations. Est-ce que vraiment chacun de nos superviseurs ou de nos gestionnaires d'organisation connaît le why personnel de chacun des membres de son équipe? C'est la question qu'on pose au monde dans nos interventions. Parce que ils connaissent pas leur monde, ils connectent pas avec leur monde. Puis les servir de base, c'est soit qu'ils vivent une démission instantanée qu'ils n'ont jamais vu venir. Ils comprennent pas trop pourquoi. Un employé qui part à son compte, mais peut-être que s'il aurait su avant que son employé avait une soif entrepreneuriale, qu'il y avait un intrapreneur dans son équipe. C'est pas tous les membres de notre équipe qui se nourrissent à prendre des décisions. Mais il y en a que oui. C'est vrai. Est-ce qu'on leur laisse de la place? Puis qu'on comprend, puis leur donner vraiment le sentiment qu'ils peuvent se réaliser puis d'accomplir cette mission-là personnelle qu'ils ont dans notre organisation, pas leur donner le feeling qu'ils doivent sortir de notre organisation pour aller vivre cette expérience-là ailleurs. Tu peux vivre ton expérience entrepreneuriale chez nous. Puis je vais te reconnaître comme un entrepreneur. Puis c'est là qu'on canalise cette énergie-là, puis on se ramasse avec des teams incroyables qui transforment. C'est ça, t'es pas une planète autour duquel les gens tournent comme dans un écosystème. Tu fais partie de l'écosystème avec ta gang. T'sais. C'est ça. Il faut que tu les considères. Mais c'est dur parce que des fois, tu es concentré sur tes tâches, sur tes affaires, puis tu en oublies un peu ces éléments-là hyper importants qui vont être un levier de mobilisation instantané pour tes équipes. T'sais. Donc, de sortir de soi, faire grandir le team. Là. Puis, tu sais, honnêtement, je peux pas le juger tant que ça. Mais non, parce que quand moi, j'ai vécu ma croissance ultra rapide, là, puis qu'à un moment donné, je me suis retourné de bord, puis j'ai perdu 30% de mon staff parce que j'avais pas porté attention à mon équipe, je l'ai vécu. Là. Puis il aurait pu te trahir, en fait, s'il y avait eu les moyens. Quand tu y penses. Là. Ils sont partis. Fait que, est-ce que j'ai mieux fait? Non. J'étais tellement focus sur ma croissance d'entreprise, à quelque part, écoute, c'est que j'ai pas redonné la reconnaissance à mon équipe. Fait que ils sont devenus pour moi, involontairement, mais ils sont devenus de simples outils pour accomplir ma vision. Ils faisaient pas partie de façon intrinsèque à mon projet. Ah, c'est bon. C'était juste des outils, des pions que j'utilisais. Si tu moindrement tu as ce feeling-là, l'envie de sortir, c'est instantané. Puis c'est drôle, hein? Apiculture, on prend tellement des notes nous-mêmes pour notre propre entreprise en croissance. En croissance. Exactement. Est-ce qu'on en vit une fois croissance? Oui, faut pas qu'elle soit centrée sur toi, sur moi, sur... C'est même pas sur quelqu'un d'autre dans la business. Là, c'est pas pour rien. On est 7 employés et on a déjà quelqu'un qui s'occupe de notre culture. 1 pour 7. C'est ça. Fait que à quel point que même nous autres qui travaillent au quotidien là-dedans, il faut faire attention. Le piège est tout le temps là. Même apiculture est en lab. J'aime ça. Oui, exactement. Merci Martin, super intéressant. Alors, merci d'avoir suivi notre Flop Lab. Écoutez-nous sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur Google, Apple Podcast, on est sur Spotify, sur YouTube. Partagez en grand nombre, faites-nous vos commentaires. L'idée, c'est de bousculer un peu ce monde de l'entrepreneuriat grâce à la force de la culture vive. C'était Pierre-Luc Bordelot au micro avec Martin de la Roseville. Toujours un plaisir. On se revoit pour un prochain Flop Lab.